Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Elius et avec moi nous avons les dansants Alexandre Caoudal, Salut. Simon Le Glohan Salut, salut. et Agathe Preslin. Salut, salut, salut. Une précision, il s'agit d'un deuxième enregistrement, notre premier étant trop dégueu pour être diffusé. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas revu les films, donc excusez-nous si on n'a pas une spontanéité du feu de Dieu, mais rassurez-vous, l'épisode sera quand même chouette à écouter. Et cet épisode, il est sur quoi? Ben, sur une petite comédie musicale animée à des années-lumière d'un film Disney, Bubble Bass. Sorti en 1979 ou en 1980, les sources varient, Bubble Bass est le seul long métrage de Georgi Kovasnaï, mort prématurément avant ses 50 ans en 1983. Le film raconte l'histoire de Jolt, futur mari de Klarica, qui fuit sa cérémonie comme un gros lâche et se réfugie chez Anna, qui est une amie de la fiancée. Un scénario franchement plutôt classique qu'on a vu ailleurs, mais qui est construit autour de scénettes parfois burlesques, parfois intimistes ou parfois documentaires, mais surtout musicales, puisqu'il s'agit d'une comédie musicale. Troisième long métrage d'animation hongrois, le film eut très peu de succès à sa sortie, ça a été un gigafour, mais devint au fil du temps un film culte pour une niche d'anima fou, un petit engouement sans doute dû à une fondation consacrée à l'artiste, une exposition à Londres en 2016 et un livre sur son travail en 2022. Aujourd'hui, le film est même édité chez nous, en DVD et en VOD, avec une restauration de l'Institut filmique hongroise. Mais qu'est-ce qu'on en pense, nous? Eh ben, on va l'expliquer en quelques mots, sans spoiler, avant de rentrer plus profondément dans le vif du sujet. Simon, est-ce que tu as apprécié cette baignade? Alors, cette baignade, bah oui, j'ai beaucoup apprécié cette baignade. Moi, j'ai vraiment adoré le film, en fait. On rentrera dans les détails par la suite, donc c'est un film que j'ai vu deux fois. J'ai découvert sans connaître du tout ni le cinéma hongrois, ni Kovasnaï. Et directement, j'ai été assez séduit en vrai par le film. Alors visuellement, ça on va y revenir, mais aussi, plus étonnant peut-être, même sur le côté narratif, où j'ai trouvé le film qui part d'un postulat effectivement de théâtre de boulevard un peu, et j'ai trouvé un peu plus riche que ce que j'aurais cru en termes narratifs, et il m'a pas mal accroché. Et puis il m'a même un peu touché en fait par ce qu'il racontait, assez étrangement, donc ça on en rediscutera par la suite. Et donc c'est un film que j'ai pu revoir après en ayant un peu plus exploré les courts-métrages qu'a pu faire Kovasnaï par le passé. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux en l'occurrence. Vraiment, c'est ce que je préfère de lui. Ces courts-métrages, en fait, je trouve que c'est des films souvent intéressants, que je regarde plus avec le cerveau en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça. Mais vraiment, là, ce film-là, je trouve que c'est vraiment l'aboutissement de ce qu'il a fait. Et donc, ouais, moi je suis vraiment séduit par le film. Alexandre, la baignade a été agréable? Globalement, oui. C'est-à-dire, je trouve que le film visuellement est assez incroyablement créatif. C'est ce qui m'a le plus marqué. Enfin, c'est aussi ce que finalement j'attendais quelque part d'un film d'animation hongrois. Quand on connaît, tu vois, des noms comme Marcel Jankovic ou des choses comme ça, c'est un peu ce à quoi on peut s'attendre. Cependant, à l'inverse de Jankovic, qui a des histoires mythiques ou quoi, c'est plus le côté théâtre de boulevard, un peu à la Feydeau, qui m'a un peu lassé sur la durée, disons. Même si, voilà, toujours la forme très inventive finit par me ressaisir. Très bien. Et Agathe, la plongée dans la piscine n'a pas été trop désagréable? Non, bah, en vérité, ça allait. Alors moi, c'est comme Simon Le Gohan, quand j'ai vu le film, j'avais aucun acquis d'aucune sorte, à part peut-être un long métrage par-ci par-là des années 80 hongrois, et je pense qu'on en reparlera, parce qu'il y aura peut-être des comparaisons intéressantes à faire d'un film à un autre, mais en tout cas, j'avais pas de background, etc. Et le début du film était... Enfin, le début, moi, ça a été incroyable comme expérience. Et après, il y a eu un lent décollement de mon attention par rapport à l'objet en question, et qui n'était pas forcément un éloignement que j'aurais souhaité. Et je crois que j'aurais aimé rester au plus proche du film jusqu'au bout. Et en fait, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui va beaucoup revenir et qu'on sent déjà dans les réactions de Simon et Alexandre. Mais en tout cas, graphiquement et dans l'usage de l'animation, il y a quelque chose de complètement fascinant et de très satisfaisant à mettre en perspective avec d'autres types d'animation. Le plus classique serait de le comparer peut-être, pas forcément classique, mais le plus simple, mais néanmoins intéressant serait sûrement de le comparer avec des choses comme Disney, mais même avec de l'animation actuelle encore en 2D. Et moi, ce qui m'a peut-être plus ennuyé, c'est... Alors, c'est pas forcément l'intrigue en elle-même, c'est l'usage peut-être même de l'enregistrement, de la manière de... En fait,
étrangement, c'est la mise en scène des personnages et c'est notamment la manière de poser les voix, etc., qui a eu un effet ultra soporifique sur ma personne et qui m'interroge encore actuellement, mais je pense que je pourrais redévelopper et en reparler par la suite dans l'enregistrement. Très bien, donc un panel de réactions plutôt contrasté. Moi, je vais être totalement enthousiaste. C'est un film que j'adore, je vais pas le cacher. Mais je comprends aussi vos réactions parce que quand j'ai vu le film une première fois, je me suis dit, ouais, ouais, c'est intéressant. C'est un film intéressant. C'est-à-dire que j'appréciais le graphisme, mais en étant un peu repoussé par le côté très saccadé de l'affaire. J'aimais bien, j'aimais bien l'histoire que je trouvais rigolote, mais je trouvais ça aussi quelque peu, enfin, voilà, très classique, ça allait pas vraiment dans des endroits qu'on n'avait pas explorés. On explorait quand même des chemins assez balisés en termes de forme et finalement, j'avais trouvé que c'était plus une curiosité intéressante qui s'étendait quand même beaucoup en longueur inutilement et qui valait quand même le coup parce que j'avais pas vraiment vu de film comme ça auparavant. Je l'ai revu à Annecy, au festival d'Annecy, au cinéma, dans une séance complètement lunaire. Il y avait quelqu'un qui prenait des photos pendant la séance, mais pas juste des photos avec son téléphone. Il avait un giga appareil photo pour prendre des photos de l'écran, et avec des gens qui chuchotaient en se moquant du film derrière moi. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'adorer le film. J'ai vraiment eu un, je dirais quand même une nouvelle opinion vraiment très positive du film après une deuxième vision, qui m'a aussi ouvert sur ce que je pensais être des défauts, mais qui sont aussi devenus des qualités, c'est-à-dire que le graphisme, qui ne ressemble à pas grand-chose d'autre, m'a paru être quelque chose qui était la grande qualité du film et la première qualité du film, et ouvrait aussi des voies sur d'autres manières d'envisager l'animation, même si, je les connaissais déjà aussi un petit peu, je vais pas dire que c'était le premier film de ce genre que j'avais vu, mais c'était un film qui, par, son côté très énergique et en même temps, sa sophistication dans sa recherche, de l'image m'a vraiment séduit et pour, l'avoir revu une troisième fois pour ce podcast, j'ai quand même le coup de cœur s'est conservé, j'ai conservé, l'avis que j'avais et le temps m'a paru beaucoup moins long que la première fois où j'avais l'impression que l'intrigue, allait un peu nulle part ou s'étendait à longueur. J'avais l'impression qu'au final, le récit était assez bien découpé, qu'il y avait pas vraiment de temps de pause. C'est peut-être aussi un souci, c'est qu'on est souvent bombardé, d'images dans ce film-là, ce qui peut aussi, être épuisant à la longue. Mais j'ai trouvé que la manière dont, à chaque fois qu'il y avait une séquence, on apportait des nouvelles manières d'enrichir le récit par des chemins détournés qu'on n'avait pas forcément envisagés, ça m'a paru être quelque chose qui m'a vraiment séduit. Bon, il faudra peut-être préciser à quel niveau ça m'a séduit en revenant plus précisément sur l'intrigue de ce récit. Heu, c'est un récit, du coup, qui est une histoire assez classique, une histoire de remariage, qu'on pourrait trouver dans du théâtre classique ou, même chez Lubitsch, par exemple. Mais avec, quand même une prise en compte du contemporain, donc du coup des années 70-80, qui est assez importante et qui, je trouve, donne une pertinence à une intrigue, plutôt, voilà, qui est quand même très balisée, pour, l'ancrer dans une époque qui va lui apporter, une pertinence renouvelée à, justement des questions, par exemple, de féminisme ou, d'émancipation, qui vont être développées autour du film et aussi autour de la présence d'un artiste qui est quand même un personnage, assez important puisque Jolt, a des volontés artistiques qui vont être explorées au fur et à mesure du film et par, parfois, un montage hétérogène de séquences qui est assez stimulant. Je ne sais pas si c'est un aspect du film qui vous a touché? Ah bah moi, comme je l'évoquais tout à l'heure, ouais, ça a plutôt bien marché sur moi. En fait, c'est assez difficile pour moi de détacher totalement, le fond et la forme du film, parce que je pense que justement, si le fond m'a plu, c'est parce que la forme a réussi à 100% à me le transmettre, ce qui était, vraiment pour moi le gros point fort du film. Mais pour rester vraiment pour l'instant 100% sur le fond, je trouve que ce qu'il a quand même de fascinant ce film, c'est que, effectivement, il a cette base de scénario très classique de théâtre de boulevard avec des histoires d'amour, etc., etc. Mais il y a quand même des trucs un peu intrigants avec les séquences justement, une séquence en plein milieu qui m'a beaucoup questionné sur un moment où ça va passer totalement dans le documentaire, avec donc le film qui s'arrête quasiment. Alors ça vient pas de nulle part, c'est en gros un moment où il parle de la condition d'être parent, les deux personnages, donc
Il y a Jolt et Anna qui parlent de la question de la condition d'être parent, et là ça part en mode documentaire, avec des voix de reportage réels en fait, sur des familles qui vont parler des conditions difficiles, de ce que ça peut être d'être parent, tout ça, tout ça. Et donc le film, il va comme ça avoir des petits moments de surprise, où on voit qu'il essaie de pousser les choses dans des directions un peu inattendues, d'explorer comme ça ce qu'il peut faire avec son scénario, et d'aller au-delà du comique, ou d'aller au-delà du léger, et de situer les choses dans un contexte plus réel, plus marqué socialement. Et alors moi c'est une séquence d'ailleurs qui m'a un peu laissé sur le côté quand je l'ai vu la première fois, et même un peu la deuxième, cette séquence-là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai du mal à comprendre où exactement vous laisse situer le film par rapport à ça. Alors moi, ça m'a maintenu plutôt en éveil, ça m'a intrigué, mais voilà, cette espèce de mélange comme ça entre euh, légèreté et puis réalisme social qui apparaît d'on ne sait pas trop où, et puis qui va durer comme ça pendant 10-15 minutes de film sans prévenir, ça m'a un peu questionné. C'est-à-dire que le côté documentaire, c'est quelque chose voilà, qu'il a déjà aussi exploré dans pas mal de ses courts-métrages. Enfin, je pense que au niveau de la forme, il y a quelque chose d'aussi abouti, notamment parce qu'il fait un peu Kovasnaï, j'entends, la synthèse de 20-30 ans de travaux d'animation et de peinture qui le précèdent. Et on est aussi dans le contexte du communisme hongrois à l'époque qui est assez particulier vu qu'il a une certaine permissivité. Enfin, c'est à la fois ce qui permet, pour une part, parce qu'on pourrait y revenir, ça a été compliqué par la suite, mais qui permet la création et l'abondance de formes comme ça renouvelées dans le film, et comment également voilà d'aborder aussi ces sujets-là à la fois sociaux et à la fois en étant dans une espèce d'intrigue un peu disons bourgeoise quoi, et qui peut paraître assez incompatible avec les idées de l'époque quoi, mais enfin surtout de l'endroit. Du coup, fait que je suis assez d'accord avec toi, Simon, sur le fait que on peut pas vraiment dissocier le fond de la forme. Enfin, d'autant qu'ils se nourrissent sans cesse les états d'âme, les différentes situations qui traversent les personnages, en fait, se traduisent assez clairement au niveau visuel, même si c'est parfois très subreptice, étant donné que le film a tendance à être assez, je dirais pas clipesque, mais il abonde comme ça, les personnages ont l'air de traverser 15 états en une seconde enfin, chaque frame en fait est un design original de chacun des personnages, et on a l'impression qu'il n'y a pas un design qui se ressemble, enfin sans cesse ils sont toujours hors du modèle en fait. Ce qui me fait penser que l'animation est vraiment l'intérêt un peu premier du film, c'est que j'ai l'impression qu'elle est très motrice pour l'histoire et pour l'attachement aussi aux personnages. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a le plus guidé. Pour moi, elle est médiatrice de l'histoire quasiment. En fait, elle est médiatrice pour moi de l'émotion, en fait, l'animation dans le film. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Parce que, en fait, Kovachna, il a toujours eu des discours de ce style-là sur ses travaux d'animation. Du style, l'idée que justement l'animation permettait d'être pas un enchaînement temporel, mais un enchaînement d'états intérieurs qui allait s'exprimer comme ça. Ce qu'il a déjà essayé de faire dans ses courts-métrages. Notamment, je pense au film. Alors, est-ce que c'est Métamorphose, ou je dis des bêtises? Celui avec les deux visages qui changent, non? Les deux visages, c'est ça, qui se transforment. Un visage d'homme et de femme qui vont se transformer comme ça, face à face, plastiquement, ce qui va représenter l'évolution de leur relation. Et donc il a toujours eu cette quête d'utiliser l'animation comme expression de l'état des personnages. Et moi, comme je l'évoquais peut-être en début de podcast là, j'ai toujours trouvé que c'était intéressant, un peu comme pour te citer Simon, le côté ouais c'est intéressant. Je vois un peu où il veut en venir, mais par contre là je trouve que dans Bubble Bass en fait, il y arrive vraiment. Et c'est ça que je trouve assez ouf avec ce film. C'est que pour moi dans Bubble Bass en fait, il arrive vraiment à transformer l'animation en vecteur d'émotion des personnages, et à faire en sorte que leurs états d'âme à ces personnages, qui m'auraient potentiellement pas intéressé de ouf si j'avais lu le script du film, bah là en fait il marche à fond sur moi. Et les personnages comme ça qui vont se déformer à chaque frame quasiment, j'arrive vraiment à trouver ça hyper fort en termes émotionnels, hyper à fleur de peau du coup de tout ce qu'ils vont traverser en très peu de temps. En plus ils sont dans des situations où ils traversent plein d'émotions au début, ils sont toujours tiraillés en fait dans le film, ils sont toujours tiraillés entre plein d'émotions. Et je trouve que l'animation, sur laquelle on reviendra peut-être en détail quand on parlera vraiment de la forme, mais réussit à transmettre ce truc-là sur le côté, sur ce scénar un peu basique, quoi. Il arrive vraiment à en faire un truc qui est hyper fort en termes en termes de sensations. Moi, j'ai l'impression que
il utilise ses sensibilités puisque pour avoir vu pas mal de courts-métrages de Kovasnaï, il y a toujours quelque chose d'assez prolixe dans les formes qu'il utilise. Enfin, c'est très protéiforme. Il va y avoir à la fois de la peinture, mais également des croquis ou des dessins qui vont être dessinés avec des techniques de celluloïd classiques, avec cette alternance parfois à même le film de plusieurs formes. Et j'ai l'impression que c'est aussi cette espèce de conjugaison de plusieurs manières et matériaux d'imaginer, on va dire, une représentation de sa vision du monde et également de sa manière de voir l'animation qui lui permet en fait d'exprimer pleinement ce qu'il a à dire et d'atteindre, enfin bon, ce que j'aime dans le film, dans ce que j'aime dans Bubble Bass, c'est justement que cet état-là, il se joue à travers un genre qui est quand même qui joue de ces modifications à la fois de l'image et à la fois de séquence en séquence, qui est la comédie musicale, qui certes dans les versants les plus classiques comme chez Disney va se mettre en scène à travers un dialogue ou va suivre une scène d'importance, mais va s'intégrer, je trouve, dans une espèce d'unité, c'est-à-dire que comme avec les, je sais pas, les comédies burlesques qui ont un scénario prétexte aux scènes musicales, je trouve que Bubble Bass, il utilise son scénario aussi comme un prétexte pour employer des tas de formes et pour aussi exprimer la pensée à la fois de l'artiste, donc du coup de Kovachnai quand il fait son film, mais également aussi préciser la pensée des personnages et leurs sentiments profonds, notamment dans une séquence où c'est Clarissa qui va justement parler avec Anna par téléphone. Et à travers une séquence qui est ma préférée du film en termes de musique, c'est celle que je trouve la plus enjouée, la plus entraînante, va montrer aussi Anna comme une potentielle infirmière incariâtre qui va se fermer à l'amour et qui va se fermer à l'idée justement d'aller vers l'autre. Et ça va s'incarner par un morceau musical. Et pour moi, les morceaux documentaires vont procéder de la même manière, c'est-à-dire que ça va être un morceau, on va dire, de la peur de Anna, par exemple, de fonder une famille et d'avoir des enfants, puisqu'elle va se confronter à sa propre expérience de personnes qui sont dans des difficultés à ce niveau-là et de foyers sociaux qui ont, par exemple, des personnages qui vont avoir enfin non, même des personnes qui vont avoir une grande différence d'âge et ça va poser des problèmes aussi au niveau de leur manière de concevoir une famille. Donc, en somme, que ces fragments isolés vont se lier à une espèce de grand tout qui serait cette histoire bourgeoise entre des personnages qui savent pas s'ils vont se marier ou pas, s'ils doivent trouver quelqu'un ou pas, et donc du coup qui vont se jouer avec ce contexte social qui était développé dans le film. Bon, ça crée aussi un problème parce que du coup tout passe très rapidement, et donc du coup on peut passer d'une scène qui est assez chargée en termes émotionnels à du pur burlesque qui va être pas cartoonesque, mais quand même plus comique qu'autre chose. Et donc, du coup, ça peut donner quelque chose d'assez hermétique, notamment parce que les dialogues sont quand même sophistiqués et parfois assez difficiles à comprendre, simplement parce qu'on nous bombarde d'informations. Et donc, je pense que ça peut créer aussi une distance qui, je crois, a pu toucher certains d'entre vous. Juste avant de poursuivre, on peut peut-être faire un petit rappel juste sur les personnages, leur nom et associé à quel rôle. Donc Jolt, c'est le gars, le personnage principal, on va dire, du film un petit peu, parce que lui, il va être tiraillé. Enfin, c'est lui qui va lancer un petit peu le scénario en refusant en fait d'aller à son mariage. Et donc, il va aller se réfugier chez une collègue de sa future femme, qui s'appelle Anna, et qui en fait, elle va. En fait, il va y avoir deux figures féminines qui va être donc Anna, qui héberge Jolt pendant qu'il se cache pour pas aller à son mariage, et Clarissa, qui est la future mariée. Et en gros, tout l'enjeu un petit peu narratif du film, c'est cette question de deux chemins entre lesquels tous les personnages vont être tiraillés à différentes échelles, entre justement la vie maritale, la vie de famille, etc., etc., et puis la vie en indépendant, la vie où on peut être libre, on peut faire le travail qu'on souhaite, etc., etc. Donc voilà, en gros, il y a Jolt, Anna, qui elle est infirmière et qui se dévoue à fond à son travail, et qui peut être vue justement comme l'éternel célibataire, etc., etc. Et Clarissa, qui elle est la mariée, du coup, avec tout ce que ça va pouvoir entraîner sur les questionnements, sur la vie de famille et tout ça. Voilà, comme ça, on a fait un petit débrief sur les personnages. Et du coup, Alexandre, tu voulais compléter ce que disait Simon, je crois. Compléter, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est que
Enfin, je pense que c'est plus simple si on repart de ce que tu disais à propos. Enfin, il me semble que tu as évoqué Disney à un moment. Enfin, on est très très loin, voilà, disons, d'une animation qui serait canonique, où il y aurait un seul mode d'animation d'un personnage suivant l'état dans lequel il se trouve, et d'une volonté, voilà, surtout de correspondre vraiment à cette émotion-là, de pas essayer enfin, d'essayer de la rendre, disons, de manière vraisemblable, de pas décrocher. Enfin, il n'y a pas autant d'extravagance que ça dans les numéros musicaux chez Disney. Si tu veux, souvent, ça va être un peu en mode Broadway ou Busby Berkeley, mais il va pas y avoir comme ça disons, des corps déstructurés qui se tordent, qui se transforment en vagues, en cubes, où tu as l'impression que tu as toute l'histoire de l'art moderne et contemporaine qui est traversée sur le temps d'une scène ou d'un numéro musical, quoi. Et le film reste assez figuratif quand même, notamment par rapport à ce qu'a fait Kovacs avant. Je trouve qu'on est quand même dans quelque chose où on perd jamais totalement les personnages. On n'est jamais totalement dans l'abstraction, moi je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais C'est pas abstrait, mais il y a quelque chose quand même de. Enfin, je voudrais pas être trop présomptueux en employant, tu vois, des termes, mais genre, il y a quelque chose de très expressionniste, tu vois, ah oui, de oui, ouais, très. complètement. Quand même. Et malgré le fait que ce soit pas abstrait, il va quand même utiliser énormément d'effets, des effets de caméra, des effets de lentilles, des effets de lumière aussi. On s'était fait la réflexion au premier enregistrement que c'était peut-être le seul film de Kovacs où tu as des effets, voilà, de lumière qui vont être projetés sur du plastique par-dessus, enfin sur du celluloïde en fait sans doute, et qui enfin, viennent comme ça créer des reliefs à des endroits. Enfin, la fameuse scène de bain qui donne son titre au film, c'est vraiment de la mousse qui est soufflée comme ça dans la baignoire. Enfin, en même temps, effectivement, c'est très hermétique, mais ça n'arrête jamais d'être vraiment un peu hypnotique, quoi. C'est-à-dire, tu comprends pas ce qui se raconte, mais tu saisis globalement ce qui se passe, quoi. Parce qu'à vrai dire, le gars, il pétocharde parce que il a peur de se marier et il tombe sur Anna qui, elle, veut plutôt devenir médecin, d'ailleurs, parce qu'elle est actuellement infirmière, mais elle veut continuer de progresser. Elle est très intéressée par la science. Il y a d'ailleurs une chanson très drôle au tout début où elle chante avec ses cellules et ça, c'est quand même. Enfin, il y a ce genre de curiosité, quoi, mais tu saisis que c'est parce qu'il y a ce contexte hospitalier. Clarica également est infirmière, il me semble. Enfin, Il me semble elles travaillent ensemble, en fait, elles sont collègues justement, et c'est ça ce qui les oppose, c'est qu'elles justement elles veulent prendre deux chemins de vie différents à partir de là. Avec Anna qui veut devenir médecin, et puis Clarissa qui rêve surtout de se marier, quoi. mais enfin, disons que c'est dans les deux cas, c'est sans cesse de la déclinaison, sans cesse, voilà, une espèce de déviation, quoi. C'est tiens, j'ai une occasion de faire chanter quelque chose de bizarre au personnage, de lui faire évoquer une anecdote complètement improbable. Et dans le même temps, l'occasion, voilà, de lui faire emprunter des formes abracadabrantesques, quoi. Enfin, comme on disait au début, le scénario est vraiment prétexte à toutes ces expérimentations, quoi. Enfin, une espèce de catalogue comme ça, un exercice de style, en fait. Je sais plus qui disait que c'était clipesque, et en fait je suis assez d'accord, moi. Parce qu'il y a un côté où. Enfin, ça va être un peu comme classiquement dans les comédies musicales, mais il y a un côté où il va y avoir un personnage qui dit un truc, et là, tac, 2-3 minutes de déclinaison visuelle autour de ce truc-là, avec des jeux autour du motif qui a été évoqué par cette phrase. Du coup, il y a ce côté enchaînement de petits clips à partir d'éléments de scénario qui vont être finalement tous assez simples. Et tous ces clips, justement, vont être très différents les uns des autres au final, dans le film, je trouve. Oui, il y a un peu un paradoxe quand même qui traverse le fond et la forme et qui est peut-être la raison pour laquelle j'ai vaguement des réticences par rapport au film, mais franchement vaguement parce que je sais pas, le film est quand même fascinant pour tout un tas de raisons. Ce qui m'intéresse dans le film, globalement, c'est la notion d'ouverture absolue, le fait que, je sais pas, on dirait que tout est fendu de l'intérieur, que chaque forme est elle-même une fissure permanente par où va s'engouffrer tout un tas d'autres formes et qui vont réorganiser les structures de manière permanente. Et cette ouverture, j'ai l'impression elle est même dans le film lui-même. Vous avez parlé des effets de lumière, et effectivement, des fois, il y a un usage de la lumière qui va se refléter, et enfin, qui va devenir un élément graphique de l'image. Mais pas un élément graphique, en fait, un élément lumineux qui va habiter le graphisme. Et par exemple, tout à coup, il va y avoir une image pas forcément abstraite, mais un assemblage de tout un tas de formes, et la lumière va venir se refléter dessus
par tout un tas de manipulations au moment du tournage. Et l'image, tout à coup, va vibrer d'une espèce de lumière, mais c'est un moment très particulier. Encore une fois, je parlais d'un film ouvert, et c'est comme si il y avait une espèce de vie qui s'organisait en permanence à l'intérieur du film, et que l'extérieur absolu, enfin le monde extérieur pouvait par moments venir habiter l'image et la faire un peu vibrer de l'intérieur. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a touchée, c'est toutes ces formes-là, tous ces moments-là d'extériorité, que ce soit quand la lumière intervient, que ce soit quand les formes se dispersent en permanence, que ce soit quand tout se refend et se réorganise, etc. Et ce qui m'a peut-être moins plu, c'est les moments où l'animation se recode, se restructure, se recristallise autour d'un propos beaucoup plus solide et beaucoup plus identifiable. Par exemple, la première fois que la télévision va intervenir dans le film, il y a un personnage de vieille dame dont s'occupe Anna, regarde la télévision, et puis c'est une émission où il y a une discussion entre un homme et une femme, et notamment sur qu'est-ce que c'est que le ménage, qu'est-ce que c'est que une femme mariée, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la société en termes de foyer et de mariage et de vie conjugale. Et tout à coup, l'image va plus du tout avoir une forme abstraite, et va plus du tout se diviser et se reformer en permanence, mais il va y avoir une approche volontairement très réaliste. Mais on dirait que ça a été fait à la mine graphique, c'est noir et blanc, je sais pas, et c'est comme un décalcage très précis de l'émission telle qu'elle a eu lieu, presque une forme de rotoscopie en différentes nuances et en différents aplats, ce qui donne une image très identifiable et finalement une image très sérieuse, une image qui se code et se met en scène et s'observe et se fait observer comme une image qui va se rapporter à un discours précis, qui est un discours de contexte de l'époque, etc. Pour moi, c'est le paradoxe du film, parce que je comprends ce que tu veux dire, par exemple, Simon, quand tu parles d'une forme qui t'a totalement plu ou d'un fond qui t'a totalement plu, parce que les deux se transportent l'un l'autre. Et moi, honnêtement, je suis pas si sûre, ça me paraît beaucoup plus complexe sur qu'est-ce qui prend le dessus et qu'est-ce qui cohabite en permanence, et est-ce que les deux s'accompagnent réellement, quoi. Bah, moi, je trouve que. Enfin, je comprends carrément ce que tu veux dire. Je trouve que justement, c'était très clair sur ce film qui va être étiré entre quelque chose de complètement formel, où on va parler vraiment d'émotions un petit peu bah, en tant que tel, en fait. Et, euh, et travailler vraiment sur le rendu, sur l'exploration du rapport entre le réel, l'animation, etc. Et vraiment un côté un peu qui se voudrait un peu sociologique, en fait. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi ça qui m'a le plus. Je sais pas si je pourrais dire laisser de côté, mais c'est ça qui m'a le plus interrogé. Et c'est là où j'ai eu l'impression que le film m'a un peu perdu, surtout au premier visionnage, où je me suis demandé bah, pourquoi d'un coup on veut parler. Pourquoi ce film a-t-il envie tout d'un coup parce qu'il y a ce moment effectivement à la télé, ce reportage, et qui pour moi est un peu le binôme du moment où on va passer 10 minutes à faire des reportages sociaux sur les familles, etc. etc. Et je trouve que ces séquences sont hyper hétérogènes du reste du film, que ce soit en termes de fond ou de forme en fait. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'elle semble un peu à part et sortir un peu du propos du film, en tout cas de la proposition du film. Bah, je sais pas si ça permet pas de mettre un peu en relief, quoi, de montrer le. Enfin, on a ce mariage assez fastueux comme ça, et soudain, t'as le monde du commun, quoi, où soudain, oui, il y a des vraies problématiques et tout. C'est pas seulement le plus beau jour de la vie de certaines personnes. Il y a l'après, il y a les vrais. Sans doute ce qui vient après le film, quoi, pour les personnages principaux. Et c'est aussi quelque chose qui avait l'air de tenir pas mal à Kovasna. Il parlait de. Enfin, il était attaché à une idée qui faisait écho au cinéma vérité. C'était l'anima vérité. J'ai rien lu de lui à ce propos-là, mais j'imagine que ça se retrouve sans doute un peu dans ce genre d'ouverture, pour reprendre ton terme, Agathe, disons à des données comme ça qui sont de l'ordre de l'enregistrement télévisuel, de l'enregistrement radio, du micro-trottoir, et c'est quelque chose qu'il utilise depuis au moins les années 70. Donc ça fait presque 10 ans qu'il utilise ça lorsqu'il fait Bubble Bass, et il le faisait. Il y a un de ses films qui est assez beau, quoi, dans sa manière de faire de la bohème, c'est-à-dire il va enregistrer, enfin ça s'appelle Les Nuits sur le Boulevard, je crois, Nights on the Boulevard, où il enregistre les gens comme ça qui sont dans les cafés. Pourquoi ils viennent dans les cafés? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les cafés? Est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce qu'ils sont à deux? Est-ce que c'est des couples qui viennent roucouler? Enfin, et t'es presque sur un zapping. Il y a aucune cohérence entre les différents couples observés, mais il en profite du coup pour à chaque fois changer de style graphique,
On pourrait dire du coup, comme ce que je disais tout à l'heure, d'influence picturale aussi, quoi. Tu sens très très fort qu'il est peintre et qu'il a très envie de décliner, et qu'il a envie de tout essayer. Un peu comme en fait, plus je regardais ces films, plus je pensais à la scène dans le film de Clouseau, Le Mystère Picasso, où la scène où Picasso peint sur la vitre et où il passe d'un poisson à une poule à un autre animal. D'autant que certains de ses premiers courts-métrages des années 60 où il anime directement la peinture et il n'a pas peur qu'on voit bien la gouache qui brille à la lumière de la caméra. Enfin, il a l'air très intéressé par la matière, quoi, son matériau, ce qu'il utilise, et il a envie de le mettre en avant, de le mettre en valeur. En même temps, il se cache pas de faire un film, il se cache pas de vouloir parler du réel, il se cache pas de faire de l'animation, de vouloir faire de la peinture malgré tout en étant au cinéma. Ça reste très captivant, quoi, parce que tu es quand même face à une démonstration quand tu vois Bubble Bass, je dois dire, d'une assez grande maîtrise, malgré quand même des moyens qui parfois te font dire que c'est assez restreint. On est quand même sur quelques deniers, mais il a l'air de s'en accommoder. Quitte à répéter une scène, il va reprendre une boucle, mais il va rajouter un autre fond ou quelque chose devant qui sera différent, une autre bande de personnages. Enfin, fait que du coup, en termes d'animation, c'est absolument pas réaliste. On n'est pas du tout sur quelque chose de photoréaliste, comme on dirait. Enfin, il y a vraiment une seule occurrence de la rotoscopie, comme tu disais, mais c'est un peu galvaudé de dire ça, mais il parle vraiment de son époque, quoi, je pense. Et c'est ce qui semble d'ailleurs avoir déplu au public, c'est-à-dire aux parents des enfants qui emmenaient voir le film. Ce qui était Oui, parce que le film est pas du tout un film pour enfants. absolument pas, c'est vraiment un film pour adultes. Enfin, Ouais, ils ont dû souffrir, les enfants, je pense. oh la vache, oui. Donc, je sais pas comment tu le prends, parce que je pense pas que le film est non plus très vindicatif ou accusateur vis-à-vis des personnages. Il est pas en train de dire: ah, regardez-vous, petit bourgeois. C'est pas du tout ce qu'il essaye de faire. Il essaye quand même de. Parce qu'il fait partie un peu quand même de cet univers aussi. Enfin, il est pas. Mais c'est ça. Il fait quand même partie d'un milieu d'artistes qui sont un petit peu libres de faire ce qu'ils veulent dans la limite. Enfin, en fait, si j'ai bien compris, globalement, à l'époque en Hongrie, alors pas forcément du côté de la peinture, mais du côté de l'animation, qui n'était pas un média quand même hyper reconnu à l'époque, il y avait une certaine liberté à faire des choses qui allaient être pas forcément dans les clous. Par contre, là où ça allait plus poser problème, c'est au niveau de la mise en avant, de la diffusion et tout, où derrière, en fait, je pense que Kovachna, il n'a pas du tout été soutenu en termes de visibilité, quoi. Mais il a eu le droit de faire vraiment, de travailler assez librement tout le long de sa carrière, au final. Donc il faisait partie, enfin je pense que Jolt, c'est quand même un peu une projection de lui dans le film, j'ai l'impression. C'est carrément une projection de lui parce que Jolt c'est peut-être la scène que je préfère avec une des toutes scènes de la fin, mais bon, bref, on pourra y revenir après. La scène au début où il chante sur son travail de décorateur de vitrine, je crois. Oui. C'est précisément son métier et en fait, c'est ce qu'envisageait de faire Kovasnaï à la base lorsqu'il était dans son université, je sais pas, quelque chose comme les Beaux-Arts, enfin sa vocation, si on veut, c'était d'être décorateur de vitrines, de présenter comme ça des décors en vitrine de grands magasins, de pharmacie, je ne sais pas. Enfin, c'était tout juste de l'artisanat et pas vraiment de l'art, donc il a dû un peu revoir sa copie et son projet de vie surtout. Mais ouais, il a mis pas mal de Jolt, plutôt, j'inversais, il a mis pas mal de sa personne dans Jolt, ouais. Après, faut pas oublier que le film, même si Simon évoquait la liberté d'exécution pour faire le film, on parle quand même d'un long métrage qui va être diffusé en salle et qui ne bénéficie même pas, pour ceux qui apprécient, d'une économie de festival, alors que pourtant le film s'ancre totalement, pour moi, dans une mouvance de film qui faisait quand même les beaux jours des festivals de l'époque. Je pense au film de Wojciech Has, Christophe Zanussi, Vera Kitilova, des artistes aussi européens qui vont faire un cinéma qui va être aussi prolixe, intellectuel, complexe et souvent, bon, les personnages ne sont pas des pauvres. Je trouve que ce film-là aurait pu s'ancrer dans ce sillon-là, mais en voulant peut-être séduire un public plus large, n'a pas forcément acquis ce public-là et a aussi freiné l'essor d'une animation qui ne serait pas juste pour les enfants, même si
j'aime beaucoup les films de Jankovic. Je pense que ses premiers films, ils étaient quand même destinés à un public familial avec des grandes mythologies et compagnie. Donc, une branche du cinéma hongrois a quand même a été coupée et ne s'est pas vraiment diffusée, a pas vraiment grandi au-delà de certains courts-métrages. Donc, du coup, le film de Kovács a quand même été un frein relatif, puisque évidemment, il y a des exemples postérieurs qui peuvent exister d'œuvres qui vont poursuivre ce flambeau-là, d'une animation hongroise qui toucherait un public adulte et intellectuel. Je voudrais juste quand même rajouter qu'Ovasnaï aussi, au début de sa carrière, a fait pas mal de courts-métrages qu'on pourrait clairement assimiler à du cartoon, comme celui où un chat et un chien vont dans une exposition, par exemple. Je crois que c'est Mirror Images, je crois que c'est ça. Tout à fait. Et Tales from the World of Art aussi, où on est sur une animation comme ça, assez proche d'ailleurs des designs un peu de la UPA ou de l'animation croate, qui faisait pas mal dans ce genre de dessin de personnages très géométriques, avec des fonds un peu délavés, là pour le coup très abstraits, avec seulement parfois certaines touches de couleur. On sent qu'au début de sa carrière, dans les années 60, il a aussi entre ses expérimentations sur la peinture et des formes plus classiques, enfin la Pannonia, le studio pour lequel il a travaillé, j'ai l'impression toute sa vie. Il a sans doute eu des exigences par rapport à lui, enfin notamment sur le plan commercial, quoi, pour comment ça a dû être exploité ou quoi, parce que tu peux pas tout le temps présenter tes films dans des festivals d'animation. Des fois, tu es obligé de faire des petits Mickey, quoi. Tout à fait. Après, les films dont tu parles sont aussi des films qui mettent en avant une qualité qui est dans Bubble Bass et qu'on a pas mal mentionné, c'est-à-dire aussi un changement de forme qui est présent. Je crois que dans le court-métrage avec le chien et la souris, à moins que ce soit un chat, qui se voient les uns les autres sur des tableaux et dans des styles très différents. Là aussi, il va y avoir cette idée de style figuratif mais expressif ou cubiste qui vont se manifester et qu'on retrouve dans Bubble Bass. Et pour revenir sur ce dont on parlait, sur cette espèce d'aspect protéiforme où on ne savait pas trop si le fond était dissociable de la forme ou si vraiment il y avait une limite entre le fond et la forme. Je pense que le film, on ne peut que le prendre on ne peut que le recevoir en tant que fragment, en tant que fragments rassemblés les uns aux autres, et donc du coup avec forcément des fragments qui vont être moins plaisants les uns avec les autres. D'autres vont ressortir, d'autres vont être amoindris, mais il y aura forcément des préférences qui vont se dégager, même si le film essaye d'avoir cette unité par rapport à la thématique, justement, à ces thématiques sociales ancrées dans leur époque et qui se rejoignent aussi par rapport à des cinéastes, de festivals qui sont eux aussi ancrés dans leur époque, par rapport au graphisme qui est très, psychédélique, 70s. Donc, à travers cette espèce de méli-mélo de formes et de digression dans le récit, on va atteindre une unité qui va se construire, mais qui, en tant que spectateur, n'est pas forcément quelque chose qui va. Les parties du film sont pas indissociables du tout quand on les regarde, et je pense que c'est difficile d'avoir vraiment un spectateur qui va se dire non, mais j'ai aimé tout le film de manière égale, il n'y a pas un moment qui m'a un peu plus plu que l'autre, puisque par cette économie du clip, on a forcément des séquences qui vont plus ressortir parce que c'est des séquences qui vont être justement plus au goût du spectateur à ce niveau-là, enfin à cet instant-là. Donc je trouve que c'est un film où il est difficile vraiment d'avoir une séparation fond-forme, mais plutôt on va dire des alternances entre des moments, des pics et un peu plus de moments de creux qui peuvent être notamment les séquences dialoguées qui sont moins changeantes en termes de forme, et encore, ça dépend. Et encore, ouais, parce qu'on peut s'imaginer que les scènes musicales seraient les occasions les plus propices à délirer, en fait, à laisser l'animation divaguer comme ça. Enfin, même pendant le mariage, c'est assez fou ce qui se passe dans la scène de banquet au début. Enfin, il me semble que c'est toi qui aimes beaucoup cette scène, Simon, où t'as la petite vieille qui est en train de raccommoder la traîne de Clarica. Ça reste assez classiquement burlesque, type cartoon, quoi. C'est une espèce de personnage qui a une petite boule. Ça pourrait vraiment être une boule de fourrure sur la robe. Enfin, tu sais pas très bien. Et c'est assez compliqué de comprendre comment les deux se nourrissent l'un l'autre, quand est-ce que les ouvertures interviennent et laissent ouverte la boîte de Pandore à tous les délires des équipes d'animateurs, quoi. Il y a un truc qui unit un peu le film, je trouve aussi, c'est... on parlait tout à l'heure de l'aspect économie de moyens du film. Le fait qu'il y ait cette animation qui est finalement toujours de l'animation
excessive, toujours de l'animation qui n'est pas forcément nécessaire, qui va pousser plus loin le mouvement qu'il n'aurait pu le faire, fait que tu as l'impression au contraire que c'est une animation extrêmement généreuse. Mais malgré tout, il y a quand même des signaux d'économie qui sont présents sur des boucles, des répétitions, des images qui vont revenir à différents moments du film. Et je trouve que ça, en plus de plutôt bien fonctionner en termes formels, ça permet d'unifier aussi un petit peu le film. Il y a des séquences du début du film qui reviennent à la fin. Il y a des animations de personnages qui reviennent à plusieurs fois pendant le film, à des moments pourtant où en fait leur situation n'est pas la même, où leur émotion n'est pas la même. Et du coup, tu lis différemment leur animation en fonction du contexte. Et je trouve en plus que ça donne au film un côté hyper marrant. Enfin, moi je trouve ça très drôle en fait de voir ces personnages qui reviennent faire une animation qu'ils ont déjà faite. Je trouve que on dirait presque une blague en fait. Ou alors qu'ils vont faire des boucles, ou alors qu'ils vont faire des trucs d'aller-retour aussi. Il y a un moment hyper gratuit dans le film où il y a la petite grand-mère dont s'occupe Anna qui mange des pilules. Elle se balance toutes ces pilules une par une dans la bouche avec une animation en boucle. Et puis à la fin c'est terminé, et puis t'as une petite blague où t'as une petite pilule qui fait le mouvement inverse en mode hop, elle revient dans sa main. Et moi je trouve ça trop marrant. Je trouve que c'est un humour en plus très contemporain. C'est peut-être un hasard total, mais je trouve que globalement, tous ces trucs d'économie dans le film fonctionnent bien, et cet humour, moi, que je ressens, permet aussi au film d'être moins un film, comme on disait tout à l'heure, intéressant, qui va plutôt être un film un peu intello, qui va réfléchir en permanence et montrer, avoir des réflexions, mais qui va aussi être un film très marrant, où on s'amuse, et où on teste des trucs parce que c'est drôle, en fait, plus que parce que on veut raconter quelque chose d'hyper savant sur l'animation. Et je trouve que ce mélange des deux permet d'adoucir le film et de l'alléger, et de le rendre plus attachant aussi, en fait. Je suis vachement d'accord avec toi, Simon. Moi, c'est vraiment ce qui m'a complètement enthousiasmée et je pense que ça va bien avec ce que tu dis, c'est-à-dire un film qui potentiellement avait pas beaucoup de moyens et qui en même temps a l'air de pas du tout avoir mis le frein sur la quantité de dessins utilisés. Justement parce qu'après, ils ont été un peu malins et qu'ils ont redistribué la quantité de dessins à certains moments. Et le film est relativement court, il fait 1h10. Peut-être aussi que ça leur a permis de ne pas se perdre économiquement et en termes de production, etc. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un film qui, a priori, ne surfe pas sur la vague de l'argent qui coule à flot. Mais pour autant, dans sa manière de gérer les dessins, il va pas du tout prendre le parti d'une limite qui serait subie. En gros, à aucun moment on ne sent dans cette espèce de réduction des moyens pour faire le film que du coup c'est le dessin qui va devenir une donnée lourde et pénible à supporter. Et peut-être que pour me rendre plus clair, je vais prendre un exemple, mais c'est juste parce que a priori, un de ces quatre, on va faire un épisode consacré au studio Walt Disney et notamment à leur notion de Illusion of Life. Il y a un livre qui s'appelle Illusion of Life qui a été écrit par deux animateurs issus du studio Disney et je vais pas du tout m'étendre là-dessus, c'est juste que du coup il y a des témoignages assez intéressants et par exemple un film typique où le studio Walt Disney a beaucoup moins d'entrées d'argent et va se lancer dans un délire d'économie d'images et d'animation, ça va être Cendrillon. Cendrillon, il faut absolument qu'il passe le moins de temps possible sur la réalisation de l'animation et des images. Et résultat, Cendrillon est un film assez laid et où on sent en permanence qu'on a essayé de se limiter sur les dessins. Comme si en fait le dessin, ça devenait la bête noire du studio qui pourtant est un studio d'animation. Et tout à coup, parce qu'il faut être économique, c'est le dessin directement qui est visé, et c'est comme si le dessin devenait un poids immense à porter, et c'est même quelque chose qui ressort du discours du livre dans lequel se trouve le témoignage par rapport au fait qu'animation, ça a été un bordel sans nom à faire. C'est que tout à coup, on a l'impression qu'on a un studio d'animation, là du coup je parle encore de Disney, qui subit en permanence son dessin, et qui va devoir soit avoir des bonnes conditions pour faire de l'animation et ça se passe pas trop mal mais c'est quand même assez pénible de faire du dessin, soit carrément a pas les conditions économiques et là ça devient vraiment la torture de faire du dessin. Et en fait ce qui est assez drôle avec là ce film là qui pourtant lui aussi a potentiellement pas toute la marge de manœuvre nécessaire, c'est qu'à aucun moment donné, les animateurs, etc., se sont dit que c'est chiant de faire de l'animation, en fait. Ce qui est assez rare, en fait, dans le monde de l'animation. Et en fait, au contraire, à aucun moment, ça bloque le flow de l'animation, et à aucun moment, on se dit que l'animation, c'est quelque chose d'extrêmement lourd à apporter et à faire. Et au contraire, ça va un peu se transformer ou se muter en une espèce de bonheur permanent de l'animation, et qui se répercute sur des blagues. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup rigolé pour le gag de la pilule de la grand-mère, en fait. Enfin, vraiment... c'est drôle quoi. Et c'est marrant que ça aille dans ce sens-là et pas dans un sens économique qui se verrait au moment où on voit le film et on se dirait et là en fait ils avaient pas moyen de faire de l'animation à 12 images par seconde alors ils en ont mis 3 et en plus ils les ont mal mises quoi.
contrasterais quand même un petit peu ce point de vue parce que je trouve que l'animation est saccadée et je suis pas totalement sûr que ce soit volontaire. Mais c'est peut-être parce que Kovacs est peintre lui-même ou parce qu'il a une expérience artistique ou parce qu'il est touche à tout. Mais j'ai l'impression que à travers ces animateurs, il y a aussi cette volonté, du plaisir du dessin plus que du plaisir, du mouvement fluide qui se transmet et qui donne justement de nouvelles perspectives à l'animation. C'est-à-dire que l'animation, ça peut être aussi des formes qui flashent très vite sans qu'on prête attention à, on va dire la pleine fluidité, d'un corps qui se transforme. Mais qu'on privilégie sur, cette espèce d'instinct, cette espèce de collage, ce côté encore une fois clip, mais là plus, des espèces de clips, parce que justement c'est des choses qui flashent très vite, qui finalement peuvent aussi valoir autant que, une animation à la Illusion de la vie, à la Disney où, chaque, mouvement, des jambes doit être suivi d'un mouvement des mains ou ce genre de choses. Donc du coup quelque chose de très complexe, mais qui, n'est qu'une manière de voir l'animation. Mais alors moi, je me suis demandé si ça s'appliquait vraiment au film, le fait qu'il ne puisse pas être fluide. Enfin, je sais pas comment dire, mais je n'ai pas ressenti une animation saccadée en vérité. J'ai plus l'impression que le film presque pousse à un point d'aboutissement la notion de fluidité de manière assez paradoxale. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est-à-dire que quand j'ai eu fini le film, je me suis dit que c'était probablement typiquement un film où l'animation faisait montre justement d'un certain saccadement et peut-être d'un manque de fluidité entre guillemets. Et en même temps, j'avais la sensation que dès l'ouverture du film, ce qui m'avait frappé, c'était un flux permanent et absolu et qui vient pas de la quantité et qui vient pas du fait que par exemple un même personnage va passer par 36 métaphores en seulement je sais pas moi, une minute à l'image où il est en train de parler. En fait, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une fluidité dans la représentation même qu'ont les animateurs de l'espace et de ce que c'est que, par exemple, notamment les objets dans l'espace. Et peut-être que ça se voit moins avec les personnages, mais vraiment avec ce qui se passe sur les fonds et sur ce qui entoure les personnages et sur les périphéries. Et que, alors que tout change en permanence, c'est justement parce que tout change en permanence qu'on a atteint à la fluidité absolue, qui est une fluidité que moi j'ai pas retrouvée dans d'autres films dont on a déjà parlé ici, comme par exemple les films de Martin Rosen. Les films de Martin Rosen, au contraire, ce qui était marrant, c'était que il y avait là pour le coup un saccadement réel dans le mouvement de certains animaux qui étaient animés, etc. Alors que là, au contraire, on est sur une espèce de vague complètement continue, et je pense notamment à l'ouverture, quasiment à l'ouverture. D'abord, le personnage principal est dans sa voiture et à l'extérieur, et assez rapidement, on passe à une scène d'intérieur où en fait on va entendre la voix de Anna. On ne sait pas encore que c'est Anna, mais en tout cas c'est une voix qui est en train de lire des passages d'un livre de biologie, un livre dont déjà a parlé Alexandre quand il parlait de cette scène-là. Et à ce moment-là, nous, on est juste confrontés à une pièce et à des mouvements dans cette pièce-là, c'est-à-dire qu'on va faire défiler le point de vue ou le cadre sur les différents objets de cette pièce-là. Et dans cette pièce-là, il y a notamment des étagères, il y a du matériel, mais il y a des étagères avec des objets quotidiens, comme par exemple un service à thé, une théière, puis il y a aussi du matériel scientifique, et je crois qu'il y a des assises, etc. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'à un moment donné, le cadre, le point de vue se recule, et tu as toute une étagère avec un tas d'objets dessus, qui sont les théières, les tasses, etc., qui va se mettre à bouger. Et ce qui est très rigolo, c'est que à chaque instant, l'étagère bouge dans l'espace, puisque manifestement le point de vue se déplace, mais tous les objets de toute l'étagère sont en train de bouger de manière permanente. C'est-à-dire que la théière, elle a l'impression qu'elle glougloute en direct, que les tasses aussi ont l'air de glouglouter. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que à ce moment-là, on est sur une fluidité dans le sens où on n'a pas forcément je sais pas comment dire, d'habitude, quand on a un tel mouvement, quand on fait pas. Dans un film qu'on a l'habitude de voir, si l'étagère et tout ce qu'il y avait dessus bougeait, on aurait pensé de manière très précise à quelles sont les différentes phases d'une théière selon un point de vue qui est en mouvement pour que la théière ait. Oui, on a l'impression qu'on est en train de bouger, par exemple, son bec disparaîtrait au profit de son anse, mais le corps de la théière resterait manifestement fixe et je sais pas comment dire, mais bougerait sur lui-même, mais avec une certaine homogénéité. Et là, on s'est assuré de cet effet-là, mais en même temps, c'est absolument toute la théière qui change dans la moindre de ses particules de manière permanente. Et à ce moment-là, on est dans une hétérogénéité,
La théière n'est jamais semblable à elle-même. Et en plus, là, je parle d'une théière, mais encore une fois, il y a 36 objets qui font la même chose. Mais en fait, cette hétérogénéité-là, pour moi, elle est la marque absolue d'une fluidité complète, en fait. Et moi, à la limite, ce que j'ai vraiment aimé dans ce film-là, c'est justement ça, c'est cette espèce de renversement de la notion de fluidité. La fluidité, ce serait pas tellement l'homogénéité assurée dans le mouvement, mais la fluidité, ce serait au contraire l'hétérogénéité complète de tout objet en mouvement, parce que justement, on penserait même plus à l'écart ou à la nouvelle position, mais on penserait à une espèce de mouvement où tout se différencie en permanence. Mais parce que tout se différencie en permanence, il n'y a même plus de ressemblance à soi-même. Mais justement parce que c'est un flux où il y a presque plus d'interruption en fait. Il n'y a absolument pas de notion d'intervalle vide. Évidemment qu'il y en a dans la pratique, mais à l'image, ça disparaît en fait, c'est complètement oblitéré. Et là, je parle d'un cas parce qu'on n'a pas non plus 1000 ans devant nous, mais ça s'est répété à de nombreuses reprises en fait, cette espèce de sensation là. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui est intéressant avec ce film, c'est aussi cette notion de fluidité et comment elle a été posée par d'autres films et comment ce film-là la remet en question, quoi. Moi, j'ai eu un peu le même ressenti devant le film, plutôt fluide que saccadé, en fait. Et j'aime bien ta métaphore, en fait, aquatique, globalement, de dire qu'en fait, bah, tous les corps et tous les objets du film, ils sont pas solides, en fait, sont liquides et peuvent changer à chaque frame. Et je l'ai vraiment senti comme ça aussi. Je trouve que tu as mis des mots, enfin, que j'aurais pas forcément mis dessus, mais du coup, qui ont un peu éclairé mon ressenti aussi sur cette façon d'animer. Et c'est vrai que dans le film, il y a ce truc où il n'y a pas de standard des corps ou des objets, en fait. Parce que il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, ça, c'est le personnage tel qu'il est sur sa feuille de personnage, et puis là, il y a des déclinaisons. C'est vraiment, il n'y a pas de standard, en fait. Il n'y a que des déclinaisons, d'une espèce d'essence, que du coup, on peut qu'essayer de deviner, en fait, au fur et à mesure du film, mais il n'y a pas de. Il y a pas de fixité des corps et des objets, et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça va être très rigolo que cet épisode sorte et que peu après, avec notamment Simon, on se penche sur la notion d'illusion of life telle que l'ont théorisée et puis aussi un peu porté en hégémonie le studio disneyen et les animateurs qui ont été un peu à la tête de sa direction artistique. Parce que justement, ce qui m'a beaucoup frappé dans le film, globalement, c'est tous les personnages. Et comme toi, Simon, j'ai été assez touchée par les personnages, alors qu'a priori, l'intrigue, c'est quand même un gros gars qui peut pas voir sa future femme en face et qui va chez une autre, puis qui s'incruste sur son canapé. Puis, je sais pas, elle prépare un concours et lui, il a vraiment rien à foutre. Faut juste qu'il lui explique pourquoi c'est vraiment trop dur, les responsabilités. Ouïe aïe aïe. Mais en fait, c'est quand même hyper bien parce que les personnages en eux-mêmes ont des qualités incroyables et que notamment Anna, l'infirmière, est enfin, oui, c'est un des meilleurs personnages que j'ai vu dernièrement dans des films d'animation et notamment de personnages qui quand même est clairement identifié comme un personnage féminin. Enfin, je veux dire, en tout cas, le film, lui, la genrifie et je pense qu'il faut l'accueillir comme tel. Et en même temps, la problématise de manière assez intéressante et pas juste comme la meuf qui va devoir récupérer un type. Et justement, c'est pas l'infirmière uniquement du personnage principal, c'est que vous avez notamment dans l'animation à l'américaine comme Disney, mais qui en fait, on dit toujours Disney parce que c'est plus facile, ça va plus vite, mais en vérité ça recoupe toute une manière de faire des films qui s'étend à autre chose que les États-Unis et à tout un tas d'époques, mais avec l'Illusion of Life, on va essayer de créer un lien empathique du spectateur envers un personnage qui est purement animé. Et pour qu'il y ait ce lien empathique, on va essayer de conférer une vie émotive et dans laquelle on peut se projeter au personnage qui est animé. Et ça va passer notamment sur l'homogénéité du personnage. Et du coup, comme tu dis, Simon, ça va souvent être des personnages qu'on a designés sur des feuilles de papier auparavant, qu'on a confiés à une seule et même personne, et qu'ensuite tous les animateurs vont devoir s'aligner sur ce profil-là, pour que même dans le mouvement, cette personne-là reste fidèle à elle-même en termes d'apparence, parce que a priori, le moment où on est le plus empathique envers une forme qui est animée par des moyens artificiels, le moment où cette artificialité nous paraît la plus naturelle, c'est le moment où en fait elle va assurer une homogénéité de l'être ou de la personne animée. Et à ce moment-là, nous, on va pouvoir la prendre comme je sais pas comment dire, comme réel, comme personnage, et comme un point attractif à émotion. Et c'est vrai que les petits lapins de Walt Disney, qui sont toujours les mêmes, on est triste quand ils sont mouillés et on est heureux quand ils retrouvent leurs parents, quoi. Genre vraiment, et ça marche notamment par leur design ultra cute et par leur homogénéité. Et ce qui est marrant avec un personnage comme Anna, et je trouve qu'avec Anna ça se voit particulièrement, même si évidemment c'est le cas pour tout le monde, mais Anna c'est un personnage qui se transforme en permanence, parce que c'est peut-être celle qui a le
des designs vraiment complètement éclatés. Enfin, les autres aussi, mais elle, vraiment, en fait, c'est bizarre parce qu'à des moments, elle va se figer en une apparence qui est assez identifiable. Et cette apparence-là, elle va complètement changer, mais se refiger. Enfin, elle a vraiment des designs comme une espèce de... C'est comme un personnage de jeu vidéo qui aurait énormément d'avatars sous la main et qui en changerait en permanence. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à ce moment-là, euh, ça, ça change la notion de personnage. Ça veut dire que moi, Anna, je ne l'ai pas aimée en tant que personnage... je sais pas comment dire. Anna, elle n'existe pas comme être ou comme personnage à mes yeux. Elle n'existe pas comme corps dans une pièce, elle n'existe pas comme personnage triste ou comme personnage heureux ou quoi que ce soit. Elle existe absolument que comme concept en fait. Elle existe comme concept de la jeune fille, mais pas la jeune fille, oh mon dieu ça existe, mais concept de la jeune fille dans sa chambre qu'un mec va avec qu'un mec enfin je sais pas comment dire, mais qu'un mec va regarder, c'est-à-dire que c'est une jeune fille qui est quand même beaucoup regardée par le personnage principal, mais aussi comme jeune fille qui est infirmière et qui a d'autres aspirations, mais aussi comme jeune fille qui, bah, c'est ce qu'on a dit, mais potentiellement qui veut pas se marier, mais qui en même temps, si, il y a des choses quand même qui l'animent à certains endroits. C'est pas un personnage comme on a l'habitude d'en voir en fait. On n'a pas une identification émotionnelle à un personnage, on a la compréhension d'un espèce de catalogue de concepts qui est regroupé sous une espèce d'étiquette qui s'appelle Anna et sur laquelle on a quelques informations en fait. Et par sa transformation permanente, je crois qu'on est au-delà de la vie ou de la reproduction de la vie ou d'un film qui nous fournirait une forme à chérir, mais plutôt on est devant un espèce de catalogue argumentaire permanent, quoi, qui est Anna. Enfin, on pourrait presque dire que c'est phénoménologique en un sens, sa manière d'animer les choses. Au fond, il est assez théorique, Kovácsnai, et il arrivait à imposer ses équipes. Donc je pense qu'il avait vraiment une patte définitivement à lui et une manière de procéder qui lui était très caractéristique. Mais enfin, je trouve ça très très intéressant, ouais, cette idée non pas d'essayer de singer des émotions, mais plutôt de les rendre, plutôt que d'essayer de créer une assimilation comme ça de quelque chose ou quoi, essayer de le représenter directement, quoi, et pas de passer par le chemin de l'empathie. Enfin, ça avait l'air de toute façon d'être quelque chose qui importait, ouais, à Kovácsnai, ce souci-là d'être plus phénoménologique, d'être au final au plus près possible, plus près qu'aucun Disney le sera jamais, je pense, à moins qu'il change définitivement de paradigme, ça m'étonnerait beaucoup, le plus près possible de ce que les personnages ressentent et pour se faire décoller complètement du coup de ce que les spectateurs auraient à ressentir. Mais peut-être en leur faisant ressentir bizarrement plus de choses, même si, voilà, comme tu dis, ce sont pas des personnages qui existent en tant que tels. Est-ce qu'on s'identifie? Est-ce qui nous importe? Est-ce qu'on a peur pour eux? Est-ce qu'on est triste pour eux? Enfin, et je suis assez d'accord avec toi là-dessus, pour moi, mais pas du tout. Cependant, tu décroches pas du regard en fait ces changements d'état qui sont autant des états d'âme que des états, voilà, quasiment des états physiques, quoi, comme vous disiez, tu passes du minéral au gazeux en passant par le liquide. Pour moi, c'est marrant, ça empêche pas trop l'identification. Enfin, c'est assez bizarre, je ne saurais pas forcément le justifier. Parce que je suis d'accord avec ce que tu disais, Agathe, sur le côté conceptuel des personnages. Enfin, sur ces personnages qui sont en fait une espèce de galerie de concepts, mais je trouve, et je ne saurais pas vraiment comment le justifier, que ça n'empêche pas de se projeter en eux, de s'identifier et de pouvoir en fait avoir de la tristesse pour eux, par exemple. Alors que c'est des concepts. Mais par exemple, la scène finale où Anna elle déambule sur enfin, au bord d'une rivière, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais en fait au bord de l'eau en tout cas. C'est le Danube. C'est le Danube, au bord du Danube, et du coup elle déambule au bord du Danube, et en fait c'est une séquence hyper mélancolique où elle regarde plein de couples au forme abstrait en train d'apparaître à l'écran, et c'est une séquence que je trouve très belle par ailleurs, et même toute cette situation finale qui est un petit peu amère pour Anna, qui est pas tout à fait satisfaisante, je trouve qu'en fait, ouais, Anna c'est un personnage très étonnant, qui est pas un personnage comme on a l'habitude d'en voir dans l'animation, mais ça n'empêche pas, je trouve, de ressentir des émotions pour elle, en fait, et pour ce qu'elle traverse, même si c'est un personnage qui est une galerie de concepts à elle toute seule. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est ça, mais je suis d'accord avec toi, c'est très bizarre parce que, en fait, moi, ça m'a fait penser à un film comme La Princesse Kaguya, par exemple, qui est typiquement un film où tu ressens 1000 choses à l'heure, mais où, finalement, tu ne le ressens pas exactement pour La Princesse Kaguya ou pour... parce que c'est des personnages qui sont assez lointains, c'est pas bon, c'est un peu cliché de les opposer, mais c'est pas des personnages tels que Miyazaki, le confrère de Takahata, peut en designer et en mettre à jour. Et moi, j'aime beaucoup ce que fait Miyazaki, mais c'est pas du tout les mêmes émotions. Et en fait, c'est un truc
auquel j'essaie de réfléchir souvent parce que je me demande un peu ce qui se passe quand je vois les films de Takahata. Parce qu'il y a un truc bizarre avec les films de Takahata, c'est que je ressens toujours énormément de choses quand je les vois en direct. Mais par contre, quand je ne vois pas les films, quand je ne suis pas devant les films, j'ai beaucoup plus de mal à me rappeler que c'est des films que j'aime énormément, etc. Alors qu'un film de Walt Disney ou un film de Miyazaki, même si c'est un peu insultant pour ce dernier de les mettre dans la même phrase, mais on voit peut-être l'idée, c'est facile, entre guillemets, de me rappeler ce qui s'est passé et d'avoir envie de revoir les films. En fait, ça fait la même chose avec les films de Godard d'ailleurs. C'est des films, quand je les vois, je me rappelle exactement pourquoi je les aime et pourquoi c'est pas casse-couille, mais honnêtement, quand je les vois pas, j'ai limite la flemme de relancer un des films. Alors que vraiment, quand je les vois, je suis absolument... Enfin, ça fait partie des meilleurs moments de mon existence. Donc vraiment, il y a un truc. Et du coup, je me suis dit, ok, des fois j'ai réfléchi et je me dis, mais en fait, c'est parce que un film comme Bubble Bass, un film comme Kaguya, c'est un film où je pense que quand on le voit en direct, on peut pas faire la trajectoire qu'on fait peut-être le plus souvent parce que c'est l'animation qui nous a été, à part eux et quelques autres, le plus souvent proposée. C'est que quand on regarde le film, on peut pas s'installer dans le film. Je peux pas m'installer en Anna, je peux pas. Il y a pas de confort dans l'image et il y a rien dans l'image où je vais pouvoir m'implanter et, et en m'y implantant, à la fois rencontrer un nœud émotif du film et à la fois y planter à mon tour un nouveau nœud émotif et qui est une espèce de borne qui va me permettre de m'en rappeler par la suite et qui va me permettre de habiter non seulement les personnages mais l'image et le film, etc. Et c'est pas ce qui se passe avec un film comme Kaguya, c'est pas un film qui se passe, c'est pas ce qui se passe avec un film comme Bubble Bass, c'est pas un film où je peux m'installer et c'est vraiment pour ça que je parle de quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre d'un corps ou d'un objet solide proposé à notre perception. C'est et de là, peut-être plus une notion de concept ou d'idée, etc. Même si je pense qu'on peut s'installer dans des concepts et dans des idées, mais pas de la même manière en tout cas, et pas de la manière dont on a l'habitude. Mais on peut quand même en faire quelque chose, évidemment, et du coup, on peut quand même ressentir une joie intense. Et je pense que la séquence de Bubble Bass que tu cites, qui est la dernière séquence où Anna se promène le long d'une rivière, ou C'est pas la dernière, hein. Et c'est juste avant la fin, ouais, c'est l'avant-dernière. c'est pas la dernière, mais de toute façon, on ne spoil pas ici, donc haha, ce n'est pas la dernière. Mais, mais c'est juste que moi aussi, je ressens une joie intense, etc. quand je vois ça. Mais cette joie, elle est externe au film, à moi, et à tout ce qui serait de l'ordre du corporel et de l'incarnation, etc. Elle est ailleurs. Et je sais toujours pas où c'est, mais ça m'intéresse. Plus belle scène du film d'ailleurs à mon sens. Moi, j'adore toute la fin en vrai. Le film nous place dans un angle d'approche qui est quand même purement formel et phénoménologique, comme tu le disais, Alexandre. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui nous arrivent devant les yeux et on les reçoit. Et vu qu'on n'a pas, vu qu'on a une attache très théorique au personnage, mais qui se joue pas que sur l'animation, à mon sens, mais qui se joue aussi à l'écriture, où les personnages ne font que parler en des termes théoriques et en des termes d'idées, dans des espèces de concepts qu'ils s'envoient tout en ayant quand même des émotions qu'ils ressentent, mais ces émotions-là vont toujours passer par une sorte de proxy, par la chanson, par des dialogues, par des images clipesques documentaires qui vont pas du tout s'incarner dans l'instant, dans une immédiateté, mais qui vont s'entrechoquer les unes aux autres. Je l'ai, l'attache au personnage, j'ai plus ressenti à la deuxième et la troisième vision, notamment parce que, j'avais quand même un peu du mal la première fois avec le graphisme, très sexualisant des personnages. C'est-à-dire que, heu, Anna, elle est quand même, on voit quand même beaucoup ses seins. Il y a quand même, des jeux qui sont faits en termes formels sur, la forme de son énorme poitrine. Avec, Clarica, ce sera plutôt son côté très anguleux, mais là aussi son énorme décolleté qu'on va mettre, en avant et qui vont être des jeux de forme et donc du coup une sorte d'objectification des femmes qui sonnait un petit peu amer, notamment, avec, justement ce scénario assez classique du marié qui a peur, du mariage, de ce que ça implique et compagnie. Mais au final, en revoyant le film, je me rends compte qu'il y a quand même un nœud dramatique qui est assez important et qui se joue peut-être par le dialogue, mais qui est là. C'est-à-dire que c'est quand même des femmes qui remettent tout le temps en question, leurs conditions, les sentiments qu'elles éprouvent les unes aux autres et qui va être palpable, surtout quand on arrive à justement à intégrer ce flux de dialogue qui n'est pas du tout évident, mais qui réussit à transmettre quelque chose d'autre, peut-être un peu plus profond justement parce que il y a eu une certaine distance et un effort pour arriver à cette émotion-là. Mais justement, à la fin, il y a quand même quelque chose qui est assez émouvant, c'est que
Il va y avoir Clarica qui va justement qui va être avec son bébé et qui va justement parler de Anna et du fait que finalement, même si elle pouvait avoir de l'aigreur envers elle, elle a de l'admiration aussi énormément pour son amie. Et justement, ça finit par une réplique où elle va dire qu'elle va rejoindre la faculté de médecine pour faire des études justement de médecine. Et donc du coup, il va y avoir un discours qui va porter le personnage et qui va, on va dire, l'émanciper par rapport à un graphisme qui pourrait le limiter à être juste un corps, à être juste des formes qu'on modèle en fonction du regard de Jolt ou aussi celui de Kovács, puisque c'est quand même lui qui supervise le tout. Donc il y a aussi cette indépendance qui se joue par par une forme qui est inhabituelle, qui, je trouve, nous rattache au personnage, mais d'une manière qui est pas évidente, qui passe par une appréciation qui est formelle. J'aimerais aussi qu'on s'attarde un peu sur la musique, puisque c'est aussi un des grands plaisirs de la forme de ce film. Une musique très dansante entre le jazz et le rock, qui est composée par Maciek Janos. Excusez-moi encore une fois si on prononce pas très bien les noms, qui est un compositeur assez prolifique en Hongrie, mais qui évidemment, vu que le cinéma hongrois n'a pas une folle réputation en France, est inconnu chez nous. Il a notamment composé la musique de la série d'animation Léo et Fred, potentiel prochain sujet d'émission, on ne sait pas, mais aussi les musiques de films en prise de vue réelle, comme celle de Simon Lemage, de Indiko Enyedi, qui est une réalisatrice hongroise qui est quand même assez réputée. C'est des scènes musicales qui, là aussi, jouent sur une espèce de double discours, enfin plutôt sur une double réception. À la fois, c'est des scènes qui sont entraînantes, qui ont une profusion graphique, mais en même temps, la musique n'est pas toujours évidente. C'est pas une musique pop, on va dire à la Beatles, ou je ne sais quel chant chanté par une princesse Disney. C'est une musique qui va sur des manière d'envisager justement le jazz et le rock qui diffèrent de ce dont on a l'habitude quand on regarde une comédie musicale en animation. Et même, je trouve que le chant est pas toujours totalement juste. On va accentuer sur les particularités vocales des personnages, ce qui m'a fait demander est-ce que c'est les acteurs vocaux qui ont doublé les chansons? Et en fait, non, c'est des chanteurs qui ont été amenés pour doubler ces passages-là musicaux. Mais il n'empêche qu'il y a une emphase sur les particularités dans la musique et dans le chant qui, là aussi, crée une distance et pas une adhésion immédiate à ce qui nous est proposé. Enfin, après, là, je parle pour moi, peut-être que vous avez été en train de danser derrière votre écran quand vous avez écouté les musiques du film, hein, je sais pas. J'irai pas jusque-là. Mais enfin, je comprends que ce soit en effet entraînant, et je pense qu'il y a une profusion aussi au sein de la musique, parce que tu évoques le jazz et le rock, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Enfin, et on va pas citer tous les genres qu'essaye de, enfin, que parcourt en fait le compositeur, et on sent qu'il lui a été demandé, ou en tout cas qu'il s'est entendu avec Kovács sur ce point qui devait pas se restreindre en termes de style. Ça me paraît assez clair, d'autant que quand on regarde toute la filmographie de Kovács, il utilise très souvent de la musique et c'est jamais la même chose. Ça peut être de la pop, ça peut être voilà, du classique. Ça fait partie un peu de la cohérence, en fait, je pense, de rester un peu insaisissable, quoi, quelque part, et de m'y connaissant moins en musique, c'est plus difficile de dire si ça supporte le projet un peu comme ça en filigrane de quelque chose de très théorique, de transcrire un peu toutes les émotions des personnages, mais ça semble quand même traduire tous les élans qu'ils ont aux différents moments du film où ils se mettent soudainement à chanter. Je dois quand même dire que ça reste un peu, c'est très subjectif, mais je trouve ça un peu daté. Disons, il y a quand même un truc très kitsch. On sent que c'est de la musique fin 70, un peu. Et c'est assez curieux d'ailleurs, parce que même s'il y a d'autres choses, on sent quand même beaucoup une influence rock et assez anglo-saxonne, ce qui me surprend un peu quand même venant d'un pays communiste. Mais j'imagine que tout ça est beaucoup plus complexe que juste dire
les communistes écoutaient pas de rock et n'en avaient rien à foutre des Beatles. Enfin, je pense, enfin, tu vois. En tout cas, la musique, moi, je me la réécouterai pas comme ça. Si, je sais pas si elle a été éditée d'ailleurs, indépendamment du film, mais je ne m'écouterai pas ça dans la rue ou pour travailler personnellement. En vrai, je la trouve un peu désagréable cette musique. Après, je trouve qu'elle est assez parfaite pour le film, et je trouve que en regardant le film, c'est très bien. Enfin, ça marche très très bien avec tout ce que le film propose. Mais par contre, effectivement, en enlevant le support film, je pense que j'aurais pas énormément de choses à en dire, mais je suis pas, c'était pas un des gros points forts du film pour moi. Alors que pour le coup, juste la partie visuelle, je pourrais en bouffer, on va dire, beaucoup à la suite, en restant émerveillé. La musique, bon, euh, je suis pas méga fan. Voilà. Moi, je dirais quand même qu'elle a du charme, cette musique, mais là aussi, elle est pas évidente. Et après, sur le côté rock et tout, bah, de toute façon, Kovacs, il a toujours, dans ses films, eu un petit truc où il était attiré par l'Europe et par, globalement, la culture occidentale. Ça, je trouve que ça, c'est assez présent globalement dans son cinéma. Donc, pour moi, ça fait assez sens que la musique ait ce côté un petit peu, ouais, hétérogène, où il va explorer des sonorités, un peu à droite à gauche. Et en vrai, moi, je pense pas que ce soit si étonnant que ça. Je veux dire, les pays européens, même dans le bloc soviétique ou communiste, ont pas mal fait de rock. Je sais qu'il y a un film qui est super culte en Russie qui s'appelle L'Aiguille, qui a fait genre 20 millions d'entrées. Bon, bah, la musique, c'est du rock. Il y a aussi le groupe Kino. C'est trop bien, Victor Tsoi. Mais c'est Victor Tsoi, ouais. Il a même pas fait un seul film. Il y a eu plusieurs films. Tu fais bien de mentionner ça. Ça me permet de le glisser. Il y a eu toute une scène new wave, post-punk. Victor Tsoi, il a pas mal travaillé avec un réalisateur qui s'appelait Rachid Nougmanov. C'est le réalisateur de L'Aiguille et d'un autre film d'étudiant qu'il avait fait déjà avec Victor Tsoi et toute une bande de musiciens. Post-punk, new wave russe, enfin bref, j'en profite pour le placer parce que c'est pour le coup vraiment assez étonnant. C'est bête de penser que la musique anglo-saxonne n'avait pas de résonance jusque dans les pays communistes. Effectivement, ça devait quand même pouvoir s'infiltrer. Enfin, et c'est vachement bien Victor Tsoi. Les recommandations, c'est pas maintenant, Alexandre. Mais, mais oui, je pensais aussi au groupe Kino qui a aussi composé des morceaux, il me semble aussi dans la veine New Wave. Mais dans tous les cas, je pense que ces pays-là, enfin, à l'époque, ils n'étaient pas non plus totalement fermés à des productions occidentales, hein. Je voudrais finir sur le studio Pannonia, puisque c'est quand même le studio qui a permis de produire le film. On a pas mal parlé de Marcel Jankovic et je me dis que justement ce film-là et cet auteur-là donnent envie de s'infiltrer à travers le cinéma d'animation hongrois. Et je ne sais pas si vous avez des parallèles à faire justement, Agathe l'évoquait, avec par exemple le Fils de la jument blanche ou d'autres types de films qui peuvent exister dans l'animation. Si le film Bubble Bass peut être mis en perspective avec cette maigre connaissance, on va l'avouer, de l'animation hongroise qu'on a. Il y a quand même beaucoup de choses très très différentes dans l'animation hongroise. Ouais, bien sûr. Pour répondre à ta question par rapport à Jankovic, il y aurait quand même un point commun notable, c'est l'importance du graphisme, qui suit beaucoup moins cette idée de déclinaison, de divagation constante, de fluidité comme ça très hétérogène où les formes changent tout le temps. Mais t'as quand même une espèce de graphisme un peu iconique qui va soutenir ces images qui sont très souvent des légendes ou des mythes, contribuer à cette ambiance en fait où tu crois soudain à des histoires comme dans Le Fils de la jument blanche, où tu as des arbres qui donnent naissance à des juments. Enfin, le film est complètement fou. Mais après, tu as aussi John Alas qui avait fait l'adaptation de La ferme des animaux d'Orwell, qui est un film beaucoup moins extravagant. Mais qui est pas produit en Hongrie pour le coup. Non, qui a été produit en Angleterre, ouais. Enfin, le troisième, plus notoire, c'est George Pal, qui est bah, le seul des trois à faire de l'animation de volume. Lui, il a travaillé dans plusieurs pays aussi, jusqu'à inventer une technique très pratique, assez révolutionnaire en termes d'animation de volume, ce qu'on appelle plus généralement l'animation de marionnettes, c'est-à-dire créer les pal dolls, qui est une manière de produire les marionnettes de sorte à ce que on ait différentes versions de ces marionnettes qui correspondent à toutes les expressions, toutes les attitudes, les positions que devront emprunter les personnages. C'est-à-dire que tout est prévu à l'avance et comme ça, lorsqu'on les anime sur le plateau d'animation, il n'y a plus qu'à changer les yeux, changer les mains, les différentes parties du corps. Donc il y a quand même beaucoup de choses différentes qui se sont faites.
les deux les plus simples à mettre en parallèle, ça reste Jankovic et Kovács. Déjà pour ce que je disais par rapport à l'importance du graphisme, mais aussi parce qu'ils ont tous les deux travaillé à la Pannonia, qui est un studio qui avait l'air d'être assez important, vu qu'ils bossaient à la fois pour le cinéma, à la fois pour la télévision. Giorgu Matolchi Senior, le directeur de la Pannonia, qui avait un peu défendu le projet de le long métrage de Kovács, tenait Bubble Bass comme étant un des films les plus innovants, enfin qu'il ait pu produire, et je pense qu'il avait raison de le penser, même si voilà, le film s'est complètement planté commercialement. Ça a même un peu entaché l'industrie de l'animation, de sorte à ce que les projets financés par l'État se devaient, à la suite de Bubble Bass, d'être de moins en moins expérimentaux. En tout cas, il n'a pas trouvé son public auprès des hautes instances. Il a quand même eu la chance d'être redécouvert, puis restauré par les archives du film hongrois, donc ça a mis son temps quand même, on peut pas dire que ça s'est fait en 2021, cette restauration, c'est encore tout récent. Pour citer un réalisateur hongrois qui a quand même une patte graphique très identifiée, il y a Gabor Ksupo qui a été très important pour l'esthétique des cartoons d'animation, puisque c'est celui qui a créé le studio Klasky Ksupo avec sa femme de l'époque et qui a contribué à des esthétiques comme celles des séries comme Les Rasmoquettes ou Duckman, qui sont très ancrées dans les années 90 et qui vont là aussi jouer sur des perspectives assez folles, sur un graphisme qui va parfois, certes, rester figuratif, mais qui va être déformé ou inhabituel par rapport aux productions de l'époque, avec des angles de caméra assez excentriques, et qui a notamment fait la pochette d'un album de Frank Zappa, le guitariste et chanteur, compositeur. Donc, peut-être pas une influence directe de Kovács, de ces artistes-là, mais quelque chose d'une forme d'excentricité et d'un graphisme qui est pas totalement dans une illusion of life à la Disney ou d'une hégémonie de l'identification qui va se rejoindre ensuite avec des animateurs qui vont partir de leur pays et exporter leurs créations ailleurs. Pour contraster le tableau, après, le studio de la Pannonia a aussi produit des films d'animation tout à fait classiques qui vont rejoindre un graphisme plutôt habituel. Une dernière petite question. Est-ce que Alexandre a dit sa scène préférée du film, mais Agathe et Simon, est-ce que vous avez un moment qui se détache parmi tous, celui que vous avez préféré? Bah, c'est compliqué en vrai. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment toute la fin, mais du coup, peut-être plus largement que la scène de Anna qui déambule sur le bord du Danube. Moi, j'aime beaucoup à partir du moment où Klarica est en train de se confesser à Anna sur le fait qu'en fait, elle aussi, elle est super inquiète de se marier. Et sur le fait que, bah, qu'en fait, elle a pas forcément si envie de ce mariage. Et j'aime bien cette séquence parce que j'aime bien ce qu'elle raconte des personnages, j'aime bien comment ça se conclut aussi sur le fait que les personnages, en fait, ils se remettent ensemble finalement, Jolt et Klarica, parce qu'ils se rendent compte que tous les deux, ils sont inquiets, tous les deux, ils voient pas ça comme un idéal de se marier, et du coup, ils se remettent un peu ensemble en se disant, bah ouais, bah, c'est comme ça, en fait, on est plus compliqué que ça, et c'est cool. Et en fait, à ce moment-là, je trouve qu'il y a plein de choses hyper variées en termes de forme, et j'aime beaucoup cet enchaînement. Et même, j'aime bien la musique à ce moment-là, ce qui est quand même assez notable. Et en gros, à ce moment-là, il y a un enchaînement entre un moment où il y a plein de jeux de miroirs avec Klarica que j'adore. Ensuite, il y a des tableaux fixes, mais qui sont super intéressants, qui rappellent beaucoup les travaux de peinture de Kovács qu'il a pu faire par le passé. Et puis, il y a un moment hyper, énergique, sur justement Jolt et Klarica qui se remettent ensemble et puis ils apparaissent partout, tout le monde danse et tout. Il y a un côté, il y a un côté très, très naïf mais que j'aime beaucoup à ce moment-là du film. Et puis ensuite ça s'enchaîne avec donc cette balade sur le Danube avec l'ellipse qui va avec. Et je trouve que cet enchaînement comme ça de 4 moments musicaux est vraiment moi mon moment favori du film. Ce qui est pas une réponse, enfin j'ai un peu triché du coup parce que j'en ai englobé 4, mais globalement c'est ma grande séquence préférée du film. Alors Agathe, le verdict. Je crois que c'est juste l'ouverture, enfin, c'est juste la scène de la biologie au début, quoi. Enfin, j'ai pas, j'arrive pas à être plus original que ça et à faire plus de ponts que ça, mais globalement, c'est ce moment où il y a juste une pièce et pas encore de personnage et où on entend juste la voix de Anna qui lit des passages d'un livre de biologie et tout, qui va parler des organismes et de ce qui se passe dans les organismes, etc., pendant que toute la pièce a l'air de s'effondrer sur elle-même et tout. Je pense que c'est un peu un idéal d'animation et qui est assez enthousiasmant, même
en termes de dessin, pas que de mouvement, etc. Enfin, non pas que le mouvement m'intéresse pas, absolument pas, mais sous cette notion que les objets n'ont pas à se ressembler eux-mêmes, etc. Je pense que c'est limite pas un cours non plus, mais je pense que c'est assez stimulant pour les personnes qui dessineraient ou se tenteraient ou expérimenteraient l'animation et tout. Il y a une espèce d'enthousiasme assez communicatif et qui donne presque envie d'essayer des choses là où je pense que l'animation plus commerciale et plus homogène, etc., peut avoir un discours extrêmement décourageant quand même, mine de rien, sur les capacités de projection dans l'espace et de prévision de mouvement, etc., qu'il faut absolument avoir pour faire un bon film, alors que là, je sais pas, il y a une expérimentation en direct qui est vraiment très agréable. Voilà, et les extraits du bouquin sont vraiment très cool aussi. Parce que c'est toujours sympa d'entendre parler de biologie et de petits organismes. Bien, après être sorti du bain, ça vous dirait des petites recommandations? Allez, on Ouais. passe aux recommandations. Donc du coup, les recommandations, comme d'habitude, on conseille une œuvre, un événement, un plat. Allez, vas-y, pourquoi pas un petit plat à cuisiner. Je vous propose qu'on commence par Agathe. Alors, dans la recommandation, ça va être un site internet qui existe, un blog de la bonne vieille période où les gens alimentaient des blogs comme des fous. Ce qui ne se fait plus autant maintenant et ce qui est très dommage parce que je pense que c'était des mines de trésors en termes d'informations, notamment pour des domaines aussi obscurs que l'animation et notamment l'animation japonaise. Quand vous regardez un film d'animation, en général, vous avez des noms qui vont se détacher et alors toute la petite colonie des animateurs, de toutes les équipes vont bien aller se faire voir ailleurs. Et du coup, oui, c'est assez dur d'avoir une bonne appréciation de ce que c'est que le style d'un film d'animation, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas accès à la moitié des données du générique. Et c'est notamment le cas dès que, en plus, il s'avère que vous ne parlez pas, en tout cas moi c'est mon cas, la langue que vous ne pouvez pas lire, la langue dans laquelle votre cinéma d'animation préféré se fait. Et en l'occurrence, en japonais, en général, quand on a accès à la traduction des génériques au cinéma, etc., c'est une traduction qui est très partielle et qui laisse dans l'ombre toute une partie des équipes. Et tout ça pour dire que il y avait un blog vachement bien qui s'appelait Anipage. Et Anipage, c'est un blog de Ben Ettinger qui a duré 10 ans. En gros, le premier article remonte à 2004, le dernier se termine en 2014. C'est un site qui ne peut pas être trouvé comme ça sur Internet, mais grâce à d'autres sites, comme la Wayback Machine, vous avez accès à des archives qui fait que vous pouvez quand même lire l'intégralité des posts de ce blog qui est complètement hors norme. Et ce qui était vachement bien avec Ben Ettinger, c'est que déjà il écrivait bien, alors c'est en anglais, il avait une analyse hyper juste, hyper chouette à lire de tous les films et de toutes les séries d'animation japonaises. Ensuite, quand il regardait, par exemple, il se faisait des gros marathons de séries. Et quand il regardait une série, il allait faire un post après chaque nouvel épisode qu'il avait vu. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas une note globale et critique à la fin d'avoir vu une série, mais vraiment il revenait sur chaque épisode. Ce qui est hyper important parce que par exemple dans les séries d'animation japonaises, la direction artistique, la réalisation, etc. changent absolument d'un épisode à un autre sur pas mal de projets. Donc en plus du fait d'avoir une plume agréable, d'avoir une temporalité agréable sur ce blog, on avait aussi la capacité de raccrocher tous les wagons du générique de production d'un épisode. Enfin, en gros, c'était d'une précision absolue. Et surtout, une autre qualité de Ben Ettinger, c'est d'avoir très tôt une grande intuition sur des animateurs comme Yuasa. Yuasa, maintenant, c'est un peu une donnée acquise, mais quand Ben Ettinger commence à le suivre de hyper près et de surveiller l'horizon pour voir n'importe quel projet de Yuasa qui pourrait émerger, Yuasa, c'est pas non plus encore une valeur absolue et complètement garantie. Et surtout, Ben Ettinger va faire un travail hyper bien, ça veut dire qu'il va s'intéresser au boulot de Yuasa avant qu'il ne soit réalisateur, ce qui est quand même la moitié de la carrière de Yuasa, parce que comme la plupart des animateurs japonais qui accèdent à la réalisation, en fait, avant ça, il a fait 15 ans d'expérience, peut-être déjà en réalisation, mais sur des tout petits projets et tout, et Bettinger, en plus, avait la capacité de ramener ça du fin fond d'Internet et de porter à la connaissance des projets complètement obscurs et pourtant hyper chouettes.
Donc Annie Page, c'était tout ça. Et en plus, Ben Ettinger a pas un intérêt qui se porte uniquement sur les réalisateurs, mais il a aussi un intérêt pour les animateurs. Et moi, j'aime Ettinger parce qu'il aime un type qui s'appelle Oira, un animateur qui s'appelle Oira. Bon, là, je vois Alexandre qui trépigne sur place, que Alexandre aimait Oira avant n'importe quel humain de notre âge. Mais moi, Oira, je l'ai découvert un peu plus tard, Shinya Oira, et qui est un animateur qui va en fait d'abord faire travailler Yuasa, puis quand Yuasa, lui, va passer à la réalisation, etc., Oira va devenir un de ses animateurs principaux. Et c'est un type qui a une gestion du mouvement, du dessin, etc., qui est juste exceptionnelle. Et en fait, on devrait écrire des livres, non pas sur les réalisateurs de films, parce que franchement, les réalisateurs, c'est obsolète, mais on devrait faire des chants d'amour envers les animateurs. Et le premier chant d'amour, il devrait être pour Oira, parce que c'est celui qui a justifié que l'animation existe à un moment donné. Non, c'est pas vrai, mais moi j'aime énormément ce gars, et en fait, c'est que grâce à des blogs un peu périphériques qu'on peut enfin avoir notre dose d'infos et tout, et pas du tout dans des livres ou même à la fac, etc. Donc tout ça pour dire que Annie Page, c'est juste incroyable à lire en permanence et hyper chouette. Donc ça, c'est la recommandation que je ferais. Alexandre? Je me sentirais vraiment tout nul d'intervenir après une recommandation sur Annie Page parce que Ben Ettinger, même si j'ai jamais terminé mon mémoire, sans déconner, il m'a sauvé la vie. Voilà, donc j'en rajoute parce que vraiment c'était. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'aurais jamais pensé la faire. Mais voilà, non, j'aurais recommandé quelque chose. Alors je pense que en fait, je suis peut-être le dernier humain à avoir joué à ce jeu, mais c'est parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quelque temps déjà et qui avait fait grand bruit. C'était Return of the Obra Dinn de Lucas Pope, qui était sorti en 2018 et auquel j'ai joué il y a seulement quelques semaines. Donc pour rappel, Lucas Pope, après avoir été développeur, je crois, sur des grosses productions, des AAA comme on dit, je crois que c'était certains des opus de la série des Uncharted, si je ne m'abuse. Il avait sorti un jeu indépendant qui consistait à faire passer des gens à la frontière d'un pays d'Europe de l'Est imaginaire. Donc le jeu s'appelait Paper Please et avait énormément fait parler de lui parce qu'on devait faire des choix comme ça qui étaient assez draconiens quand même. Et on peut s'imaginer qu'il aurait gardé cette recette, cette interface particulière du bureau de poste de frontière ou quoi, pour un second jeu, et pas du tout. Il change complètement de style, il est plus du tout en pixel art, il passe de la 2D à la 3D, et on n'est plus du tout non plus dans le même univers, on passe des frontières d'Europe de l'Est aux légendes de marins. Ça regroupe autant le Kraken que le trésor perdu, que les sirènes, enfin, il y a vraiment toute une faune et un ensemble voilà, de récits qu'on associe directement à la marine et à la piraterie qui sont convoqués. Pour expliquer un peu le gameplay, qui là aussi change complètement, enfin c'est plus simple à comprendre si je vous raconte un peu l'histoire, ne serait-ce que le Linky Pit. Il y a un bateau qui a disparu en mer, et plusieurs années après, l'Obra Dinn revient au port et il n'y a plus personne dessus. De fait, l'inspection de la marine des Indes anglaises, je crois, quelque chose comme ça, qui envoie une inspectrice pour évaluer les dégâts et comprendre ce qui s'est passé sur le bateau. Et on commence le jeu en fait avec un petit carnet de notes chapitré et un compas. Et on va pouvoir rentrer dans les souvenirs des restes humains qu'on rencontre sur le bateau. Et plus on en découvrira, plus on pourra découvrir de nouveaux corps, en fait, de nouveaux fantômes, de nouveaux souvenirs sur le bateau. En entrant dans ces souvenirs, en fait, on peut, si on prête très attention, parce que certaines résolutions, comme le jeu les appelle, c'est-à-dire le sort des personnes du bateau, il faut faire toujours très attention aux situations, parce qu'il y a toujours un personnage qui est caché dans un coin. À un moment, par exemple, il y a une scène d'exécution, un peu le supplice de la planche, quoi, et il y a une personne qui se fait tirer dessus par plusieurs canonniers. Il y a une seule balle qui touche le corps, il faut faire attention à la trajectoire. Il a élevé la minutie à un tel niveau que, à vrai dire, il y a même plus beaucoup de vide dans l'histoire, même si en fait on ne sait pas quelles sont les intentions des personnages.
on les connaît pas en tant que personnages, sinon qu'ils étaient à un instant T, à tel endroit, potentiellement coupables de tel forfait ou de tel autre. Il y a quand même une histoire qui finit par se construire, mais très maigrement, quoi. Le jeu en vaut la chandelle, je suis très content de ne pas l'avoir loupé, d'avoir rattrapé le wagon de retard que j'avais. Enfin, bref, voilà. J'attends vivement d'ailleurs le prochain jeu de Lucas Pope, qui je pense sera une nouvelle fois, enfin, j'espère en tout cas, complètement différent et aussi ingénieux que l'était Paper Please et Return of the Obra Dinn. Simon? Alors c'est cool ces recos, c'est une série de pouces bleus qu'on se met les uns aux autres. Moi j'adore aussi Return of the Obra Dinn, donc je suis trop fan de ce jeu. C'est un des jeux que j'ai préféré ces dernières années. Globalement, moi quand un jeu il me fait sortir un carnet, de toute façon c'est plutôt bon signe en général, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. Et d'ailleurs Lucas Pope a déjà sorti un nouveau jeu, mais il est uniquement accessible sur la Playdate, une console toute jaune, toute petite, avec une manivelle qui coûte $200. Donc voilà, il est dans le concept en termes de façon de jouer à ces jeux aussi. Moi, je suis vraiment désolé pour ma recommandation qui va venir. Je vais vous parler d'une expérience qui m'a beaucoup marqué dernièrement aussi sur un jeu vidéo, mais on n'est pas sur Return of the Obra Dinn. On va être sur Sonic Frontiers, donc qui est sorti en fin d'année dernière. Et je vais vous parler un peu de ce jeu. Donc moi, je fais partie d'une certaine génération, d'une certaine catégorie de personnes qui ont été marquées très très fortement par deux jeux qui sont sortis au début des années 2000, qui s'appellent Sonic Adventure 1 et 2. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment des jeux fondateurs, des images fondatrices, et comme beaucoup d'autres gens comme moi, on a un certain nombre comme ça à avoir été marqués au fer rouge par ces jeux-là, et puis à chercher comme ça, année après année depuis, retrouver l'étincelle dans les jeux Sonic qui ont suivi, et souvent sans succès, quasiment tout le temps sans succès en fait. Et il faut savoir que quand j'étais petit, donc j'étais très très fan de Sonic, et puis il m'arrivait des fois de partir en vacances avec mes parents, d'aller faire des randos ou des trucs comme ça. Et bon, moi j'étais un peu con, j'étais petit, donc je savais pas profiter du plaisir de la nature et de l'air pur. Et du coup, souvent je me faisais un peu chier et je me disais, waouh, putain, j'aimerais trop jouer à Sonic. Et qu'est-ce qu'il ferait Sonic s'il était dans cette forêt? Comment il ferait? Il y aurait peut-être des rails qui seraient là, il pourrait surfer sur les rails et tout. Il passerait au-dessus des arbres. Et donc j'avais tout cet imaginaire comme ça d'enfant. Où il y avait Sonic, certes, quand je jouais à Sonic, mais il y avait aussi le Sonic dans ma tête auquel je pensais au quotidien parce que c'était quelque chose qui était un peu fondateur pour moi. Et ce qui est intéressant avec Sonic Frontiers, c'est que ça met Sonic dans des espaces qui sont pas habituellement des espaces de Sonic. C'est des espaces en fait de grandes plaines, de grands déserts, des espaces du monde réel comme ça, où il peut vraiment, comme il l'a rarement fait auparavant, profiter de sa vitesse à fond et se déplacer à toute vitesse comme ça dans ces espaces-là. Et ce qui va se passer dans ces espaces, c'est qu'en fait, ils vont être complètement peuplés de trucs qui ont aucun sens. Le ciel, en fait, quand on va lever les yeux, il va être rempli de plein de rails, de plein de manières de passer au-dessus des arbres, de faire des pirouettes, de faire des montagnes russes, en fait, dans le réel, comme ça. Et ça peut paraître un peu gratuit, le jeu, il est un petit peu tout cassé, peut-être, en termes de game design, de level design. Mais avec ce jeu-là, j'ai retrouvé quelque chose qui était assez précieux pour moi, qui sont ces émotions, en fait, d'être dans le monde réel, et de se projeter Sonic, et d'avoir cette espèce de projection Sonic de qu'est-ce que ferait Sonic dans le monde réel, de pouvoir se fantasmer en fait en train d'aller super vite, en train de faire des choses qui n'ont aucun sens et qui n'ont même aucun but, si ce n'est juste de reproduire une espèce de frénésie qu'on a pu retrouver dans ces jeux fondateurs de l'enfance. Et pour ça, je trouve que ce jeu est assez important. Il s'adresse forcément à une niche, c'est-à-dire à des gens qui ont vécu des choses fortes avec ce personnage quand ils étaient enfants, mais ces gens sont nombreux, et oui, ils le sont, et je pense que ce jeu m'a marqué pour cette raison-là, et a plein de qualités pour cette raison-là, parce qu'il a pu faire rejaillir en moi l'étincelle que je recherchais depuis si longtemps. Alors, il n'a pas reproduit la flamme de l'époque, mais il a pu quand même reproduire l'étincelle, et donc ça, je trouve ça important. Et en plus, je trouve que, même en termes de ce que raconte le jeu, je trouve qu'il est assez chouette, parce que c'est un jeu où donc Sonic, il va se replonger. Il va partir dans des ordinateurs et tout, bon ça c'est pas très important de le raconter, mais il va se replonger dans des segments de sa mémoire qui viennent des précédents jeux. Sauf qu'en fait ça va pas être les univers en question qui vont être représentés, mais ça va juste être le level design de certains niveaux de ces précédents jeux. C'est-à-dire qu'en fait l'architecture des niveaux sera la même, mais pas du tout les décors et le contexte visuel de ces niveaux. Et je trouve ça marrant parce que du coup, c'est un jeu qui va jouer sur la nostalgie et sur la mémoire ancrée du personnage, mais pas du tout en ramenant tous ses copains, en ramenant les histoires des précédents jeux, mais vraiment en ramenant des pures sensations manette en main de comment des niveaux vont s'enchaîner, de comment on va sauter de plateforme en plateforme, de quels obstacles vont être enchaînés les uns après les autres. Et c'est presque de la mémoire musculaire qui va revenir. Et c'était donc ces moments où il plonge dans un ordinateur dans le jeu, donc où il quitte la plaine, il quitte le désert, et où il arrive dans ces espèces de niveaux virtuels comme ça.
C'est génial parce que tu parcours ces niveaux et tu te dis ah mais oui mais ça je le sais, je l'ai fait ça. Ça c'était au début de Sonic Adventure 2 quand il est en train de passer au-dessus des camions et tout. Il y a plus de camions, il y a plus de décor de ville, il y a plus le décor de l'époque, mais il y a comme ça juste une mémoire de sensation. Et voilà, je voulais surtout dire ça sur ce jeu, et je voulais surtout parler de de cette expérience qui m'a marqué, parce qu'elle est assez atypique, mine de rien, en termes d'expérience de jeu, qu'elle est assez situationnelle. Elle peut pas marcher avec n'importe qui, elle peut pas marcher avec n'importe quel état d'esprit, mais je trouve que c'est quand même pas anodin. Et donc je voulais en parler, surtout parce que ce jeu, bon, il a forcément des retours un peu mitigés de la part de la critique, parce que c'est sûr, si on évalue les jeux comme des chaises, est-ce qu'ils doivent être fonctionnels ou non, c'est sûr que Sonic n'est pas excellent, mais les jeux sont plus que des chaises, je pense. Donc Sonic Frontiers est passionnant. Euh, et voilà, c'était mon petit argumentaire qui peut s'arrêter ici. Très bien, je sais pas si je peux te plus un sur cette recommandation, mais Ah, j'ai cassé la chaîne. moi je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle The Great Sylvie de Paulin Matteau. The Great Sylvie, qu'est-ce que c'est? C'est une BD qui a d'abord été publiée dans une revue qui s'appelle Next Levels Comics Machine, qui est une revue vraiment très bien d'ailleurs, qui est publiée en épisode à la base et qui là, il y a l'année dernière est sorti en un volume relié et je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir cette histoire en volume relié puisque c'est une histoire finalement assez ambitieuse en termes de narration qui va se jouer sur 3 époques: l'enfance de l'héroïne, son adolescence et l'âge adulte. Ces 3 éléments-là vont s'entrechoquer pour créer un tout qui va jouer sur le souvenir réminiscent d'un moment qui va être peut-être pas traumatisant, mais au moins mémorable pour l'héroïne, et son présent où on se rend compte que cette héroïne-là, elle a quand même beaucoup de vagues à l'âme. Elle a quand même des états qui sont assez tristes et c'est une BD que je trouve vraiment inventive, en plus d'être ambitieuse, puisqu'elle va jouer sur le découpage des planches qui vont être parfois extrêmement particuliers, qui vont s'attarder sur le moindre des détails et des mouvements de l'héroïne, avec un graphisme qui va être certes assez franc, qui va pas forcément aller dans un raffinement esthétique, mais qui, justement, par ces multiplications d'idées formelles, vont créer quelque chose de super intéressant à lire et qui vont décupler l'émotion qui va être sourde, puisque le récit reste quand même minimaliste quand on le lit, mais qui, par justement ces jeux de forme, cet agencement très particulier des cases où des cases vont se répondre les unes avec les autres, vont se suivre et vont ne plus se suivre par rapport à la manière dont est organisée une page, et notamment vont créer des effets comiques qui vont être totalement inattendus par justement l'incongruité de certains dialogues ou de certaines images. Quelque chose finalement qui, par une apparence qui ne paye pas de mine, quand on regarde la bande dessinée, on se dit, «Ouais, bon, bah, ça va pas être une bande dessinée, puissante», m'a beaucoup ému, m'a vraiment énormément touché. C'est, pour, le dire, très simplement, ma bande dessinée préférée, que j'ai lue en 2022, parue en 2022. C'est vraiment une bande dessinée que j'encourage à lire si, vous arrivez à pénétrer ce sentiment, parce que je dirais quand même que c'est une bande dessinée qui est pas forcément totalement facile d'accès, mais qui, quand on y accède, est, je trouve, vertigineuse. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Merci à vous d'y avoir participé, à vous d'avoir écouté l'épisode, chers auditeurs. À Croquis pour le design du logo, au Calvin Ball Consortium pour avoir permis l'enregistrement du podcast pour la première fois sur Mumble, et Zali Falcam pour l'aide technique qui a été énormément bienvenue. On se retrouve pour une prochaine fois. D'ici là, je vous dis ciao et bon vent. Gros Ciao. bisous. Ciao.